Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste que je cite au minimum une fois par épisode. Je reçois un de mes humoristes préférés au monde. Je reçois Kian Kojandi. Comment ça va? Ça va super et toi? Mais ça va super. Je suis stressé de t'avoir dans le podcast. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, non mais t'inquiète, tout va bien se passer. Je suis moi-même toujours un peu stressé quand on lance un rec. Il y a toujours un moment donné où mon estomac se contracte un peu. C'est un peu normal, hein, ça passe jamais de toute façon. Hein. On apprend à vivre avec, j'ai l'impression. Enfin, j'ai appris à vivre avec, mais ça passe pas. J'espère que j'apprendrai à vivre avec. En tout cas, que je progresserai dans ma maîtrise du stress. Je te le souhaite. Comment tu vas en ce moment avec l'absence de la scène, tout ça? Bon, je vais pas me plaindre, hein, je suis quand même assez cool. J'ai un super entourage que j'appelle régulièrement. J'ai l'esprit un peu volatile, un peu versatile, c'est-à-dire que des fois je suis un peu triste. Voilà, des fois je me sens profondément inutile, mais des fois je suis hyper bien, j'ai la pêche, et puis je vis de choses simples en fait. Je peux pas dire que je suis méga constant, mais globalement je suis vraiment bien. Juste des fois c'est compliqué quoi. Des fois la scène manque. Après. J'ai forcément une pensée pour tous les gens qui sont au front et qui sont dans les hôpitaux et des gens qui travaillent tous les jours comme ça. Moi, je suis un peu, tu vois, je suis confiné confort, quoi. Tu dis que tu te sentais parfois un peu inutile, mais moi je trouve justement que c'est dans ces moments-là que les humoristes sont super utiles parce que par exemple, moi mon confinement, je sais que je le vis assez bien, mais je sais que c'est grâce à des humoristes comme toi qui ont fait des spectacles, qui sont sur YouTube, qui ont des podcasts que je trouve géniaux, qui m'ont fait passer ce temps assez cool, quoi. Bah écoute, merci, ça me touche beaucoup. C'est vrai que grâce à YouTube, on reçoit beaucoup d'amour, même avec Navo, on kiffe énormément ça et c'est top, quoi. Il y a un retour incroyable, c'est une vraie chance. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast avec moi. Et je voulais aussi te remercier parce que tu avais recommandé mon podcast dans un bon moment. Il m'a fallu environ 1 an pour me remettre de cette information. Bah oui, mais c'est normal. Moi, j'aime beaucoup les podcasts avec les humoristes. J'en écoute beaucoup. Il y en a plein. Et on essaye de se comprendre nous-mêmes un peu. Pourquoi on a envie de faire rire les gens tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire et tout ça. Et je trouve ça intéressant. Donc, toujours important de mettre en valeur les autres. Bah, j'allais justement te demander si tu étais un consommateur de podcasts. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans le podcast en général? Je suis pas un puriste du podcast en mode le podcast, ça doit être ça. Juste, je pense qu'il y a deux choses. Des fois, c'est le propos. Et des fois, c'est la nature des gens. Tout simplement. Des fois, c'est les invités. J'ai pas vraiment de ligne directrice par rapport au podcast. Je me dis pas, le podcast, ça doit être ça. Des fois, j'écoute des trucs, ça me plaît pas, je zappe, j'avance, tu vois, j'ai pas de ligne directrice dans le podcast que je veux écouter. Je donne chance à tout. Je tape podcast des fois et j'écoute, je fais, c'est pas mal. En ce moment, j'écoute beaucoup Étienne Klein, tu vois. J'écoute, je m'inspire. Quand je trouve ça chiant, je coupe. Je passe à autre chose. Le Floodcast me fait beaucoup rire avec Florent Bernard et Adrien Méniel. J'adore ça. J'adore, pendant que je fais un truc, j'adore écouter le Floodcast. Ça me fait marrer. Bah, c'est un très bon podcast que je conseille à tous ceux qui vont écouter celui-ci. Mais tu as d'ailleurs, toi, ton propre podcast avec ton acolyte de toujours, Bruno Muschio, alias Navo, qui s'appelle bien sûr Un bon moment, avec 35 épisodes entre janvier 2020 et mars 2021, avec des invités, mais de malades. Florence Foresti, Cyprien, Pierre Cross, Roman Fressinet, Thomas Wiesel, Yacine Bellous. Elle est venue d'où, toi, cette envie d'avoir ton podcast ? On voulait, avec Navo, déjà... Alors, avant tout, j'ai de la chance d'être là dans des discussions avec des gens dont j'estime énormément le talent. Un jour, on était là, Roman était à la maison avec Navo, on tapait des barres, on a discuté pendant 2-3 heures, on rigolait, on débattait et tout, et je trouvais ça trop intéressant. Je me dis, mais ça, c'est du contenu de ouf pour moi, ça, c'est génial, c'est que les gens écoutent ça, parce qu'on tape vraiment des barres. Et puis avec Baptiste, on tape des barres avec des gens, tu vois, on tape vraiment des barres. Quand on a fait la spéciale bloquée, c'était histoire de partager aussi un peu cette effervescence qu'il y a quand tu mets 6 auteurs dans une même pièce. Je sais pas, je voulais partager ça et puis je cherchais un truc un peu, un format pendant qu'on était en tournée avec Navo, tu vois, pour je sais pas, pour présenter un peu notre duo aussi, on s'est jamais trop présenté, puis faire connaître des gens qu'on kiffait. C'était taper des barres, passer juste un bon moment, quoi. C'est vraiment ça, c'est passer un bon moment. Donc nous, on passait des bons moments, puis en plus, on s'est rendu compte que les gens, ils passaient des bons moments, donc tant mieux, quoi. Ça nous a encouragé à continuer, et puis on a continué, on en a fait 20 autres et on a tout autant kiffé, et ça a été vraiment chambé à faire. À la base aussi, je voulais juste dire aussi que j'étais en tournée, tu vois, et bien, quand j'ai commencé un bon moment, ma tournée s'est arrêtée. Du coup, j'ai dit bon, j'ai un podcast au moins, je suis content, allez, on va parler, on va rigoler. Le podcast est vraiment génial parce que je me rends compte à quel point c'est un bon podcast à écouter parce que généralement les podcasts, quand je ne connais pas les invités, je l'écoute pas parce que j'en ai trop écouté. Et à un bon moment, je regarde tous les épisodes, peu importe c'est qui l'invité, tu vois. Écoute, c'est chiant, mais
Et quand on va continuer, et j'espère qu'on va continuer avec Navo, on essaie de trouver une formule aussi. Ça demande beaucoup de moyens, donc on va essayer de trouver une formule pas forcément light ou moins bien, mais on va essayer de pouvoir continuer déjà. J'ai envie d'inviter plein de gens, des gens connus, mais pas que, et des gens qui ont des parcours exceptionnels. Et c'est des gens que je connais. Hein. J'invite pas des gens que je connais pas vraiment. J'invite que des gens que j'aime profondément, soit artistiquement, soit humainement. Le but, c'est de partager un peu tout ça, de partager un peu cette connaissance et ce que je connais de meilleur chez eux. Tous les gens que j'invite, c'est de mettre en valeur ce que je connais de mieux chez eux. Ça m'intéresse. Donc je pense que si ça m'intéresse, il y a peut-être des chances que ça intéresse d'autres gens. C'est un pari. Quand t'invites un mec comme Julien Granel, qui est pas encore très connu, mais je pense qu'il va le devenir, c'est un plaisir parce que c'est un mec trop marrant et c'est ça qui me pousse à l'inviter. Quand t'invites Florence Foresti, Florence elle est trop marrante. On a fait des trucs ensemble. Je l'ai vu dans des états de trac, dans des états de joie, de carton sur scène. Je l'ai vu à plusieurs moments de ma vie. Je l'ai connu à la télé, je l'ai connue, j'étais pas connu. Tu vois, il y a plein de moments où je l'ai connue, elle était très cool et je l'ai connue après, on a fait des choses ensemble et à chaque fois qu'on a discuté, c'était cool. J'essaie de trouver le meilleur en fait et on a partagé beaucoup on partage beaucoup dans, mine de rien, d'insight, d'angoisse. Et c'est pas que des comiques, hein, c'est aussi des gens qui créent, mais les gens qui créent ont rien de plus que les gens qui créent pas. Il y a rien de différent, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont plus aptes à parler de leur psyché, de leur façon de voir les choses devant un micro. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment eux ils pensent et comment ils gèrent leurs angoisses, comment ils gèrent leur peur, leur trac. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la quête de normalité que j'ai, de me dire ah c'est cool, tiens eux ils gèrent comme ça et ça m'intéresse. Donc j'essaie de donner ce contenu à des gens soit qui les connaissent pas, mais soit des gens qui les connaissent. Ça se ressent vraiment dans les épisodes que tu aimes vraiment tes invités. Du coup, ça donne vraiment envie de les découvrir. C'est vraiment bienveillant. Il y a plein de gens que j'ai regardé les podcasts que je connaissais pas, puis après j'ai été voir ce qu'ils faisaient et je trouve ça super intéressant. En plus, le podcast est super beau, super bien monté, c'est drôle. Il y a des jeux comme le multi-blind test ou le jeu du Johnny Depp qui m'éclate à regarder. Donc, je trouve qu'il y a cet équilibre entre on parle de vraies choses et en même temps on passe un bon moment, on se marre, comme quand on passe d'une soirée avec des potes. C'est vraiment l'impression que ça donne quand on regarde un épisode, je trouve. Eh ben c'est super et je peux me permettre de lancer une petite dédicace à toute l'équipe parce qu'il y a 25 personnes qui ont bossé sur les dernières émissions. C'est un taf énorme, c'est une équipe énorme de la prise de voix, prise de son, au montage, post-prod, les effets spéciaux. Il y a 3 personnes aux effets spéciaux. Il y a vraiment une équipe de fous à la prépa, à la prod. Ça a été beaucoup de travail avec ces gens-là et tout le monde a été en kiff et tout. C'est grâce à eux que ça a l'air simple. Le titre est parfait pour le podcast et c'est marrant parce que j'ai réécouté vraiment tous les podcasts que tu avais fait en tant qu'invité aussi. Et dans chaque épisode, il y a au moins un moment où tu dis un bon moment. Dans chaque épisode. Je vais dire un truc un peu badant, mais demain on peut mourir. Et si l'essentiel de la vie, c'était juste passer un bon moment de temps en temps, de se dire oh putain c'est cool, ça c'est un bon moment, ah ça c'est un bon moment. C'est comme ça que je vois les choses en ce moment. En tout cas je sais que dans 6 mois j'aurais changé d'avis parce que c'est un peu ce que je suis, mais là c'est juste bon c'est cool, là voilà il y a un petit peu de soleil, voilà c'est super, ah là c'est cool, là le chien il est cool, ouais bah vas-y on va jouer avec le chien, voilà c'est bien, ah tiens c'était marrant de faire des blagues tout à l'heure, ah super, voilà simple. Des petits bons moments. C'est une bonne philosophie de vie. Ouais, alors quand t'es en dépression, c'est un peu compliqué de vivre comme ça, mais quand tu l'es pas, je t'avoue, c'est un vrai plaisir de le vivre. Est-ce que toi, tu as un épisode préféré de ton podcast, un bon moment? Est-ce que parmi tes 35 enfants, tu veux dire lequel tu préfères? C'est ça. J'ai adoré. Il y a plusieurs étapes. Le tournage. Mais il y a eu des tournages super. Hein, il y a vraiment des tournages super. Il y a des tournages où tu te forces pas avec Yacine Bellous et Dedo. C'est vraiment. Je veux pas dire que je me force avec les autres. Hein. Voilà, tu vois, voilà ce qui se passe quand on compare les autres. Mais en fait, eux, tu les laisses parler. Quand je dis tu te forces pas, c'est-à-dire que t'as rien à dire, quoi. Tu fais bonjour les gars et c'est parti. Tu n'as plus qu'à suivre leur folie. Avec Manu Payet, c'était vraiment drôle. Avec Natou et Audrey Pirot et Cathy, j'étais parti sur un fil conducteur complètement explosé. On a parlé de nos jeunesses. Avec Mister V, c'était excitant. Avec Big Flo et Oli, c'était une émission mais géniale à post-produire, c'est-à-dire à créer le rap qu'ils ont fait, tous les trucs derrière, tous les effets spéciaux. Des fois, il y a des effets spéciaux qui étaient géniaux. Non, je peux pas te donner un préféré. Mais il y en a un qui est énormément facile d'accès. Celui avec Manu Payet, il est facile d'accès. Ouais, j'ai vraiment bien aimé cet épisode-là. Il est rigolo et voilà, c'est très marrant. Je pense il est très marrant, il est très accessible, tu vois. Et moi, par exemple, cet épisode-là, ça m'a fait redécouvrir Manu Payet. Et bah tant mieux. Celui avec Baptiste et Florent Bernard aussi, on a beaucoup rigolé. Oui. Moi, j'ai vraiment, c'est mes 2 préférés. Si j'ai pas réussi à choisir non plus,
Mes deux préférés, c'est celui avec Haroun. Je trouve ça génial parce qu'on le voit jamais dans des interviews, dans des podcasts. Il se fait assez rare, il est assez discret. Et donc, c'était vraiment cool de l'avoir et de discuter avec lui. Je trouvais l'épisode vraiment, vraiment intéressant. Et l'épisode avec Thomas Wiesel. Oui, c'était bien ça aussi. C'était cool de pouvoir parler de son fonctionnement, de sa psyché. C'était hyper intéressant. Et Haroun, très posé aussi, très intelligent. Beaucoup d'intelligence. C'était chouette parce que je trouvais qu'il avait une vision différente des autres. Il a dit des choses que j'avais jamais entendu personne dire avant. Quand il dit que, par exemple, pour lui, c'est bon d'avoir un plan B. Par exemple. Il conseillait aux jeunes humoristes de garder un plan B. J'avais jamais entendu ça avant. Bah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Même gardez votre plan A, parce que votre plan A, c'est celui qui vous fait bouffer, quoi. Et le plan B, tu vois, je sais que Kairon, il est en mode pas de plan B. Il a toujours dit, moi j'ai pas de plan B, moi, c'est parti. Le jour où j'avais plus de plan B, ça y est, j'étais à fond. Je sais plus, c'est Florence Foresti qui a été graphiste pendant très longtemps, et elle jouait sur scène, et elle était encore graphiste de jour. Elle a même fait des affiches pour d'autres humoristes. Oui. Mais voilà, c'est les deux épisodes qui m'ont marqué le plus, mais je pense que c'est énormément lié déjà au fait que j'adore ces deux humoristes-là et que ça parlait essentiellement stand-up, donc j'étais vraiment le public cible. Ah bah super, bah, ça me touche. C'est le podcast du compliment, hein, donc je vais t'en faire plein. Ah bah écoute, c'est parti, ça s'appelle une heure de compliment. Souvent dans les podcasts, tu dis un compliment, c'est un peu comme un massage, mais là c'est une semaine de spa, mon podcast. Ouais, c'est exactement ça, c'est vrai. Ce 23 avril, tu seras dans une émission qui s'appelle LOL sur Prime Video. Ouais. LOL, c'est un concept japonais qui s'appelle Documental, qui est sorti il y a plusieurs années déjà. En fait, tu mets 10 comiques ou 10 personnes que tu connais dans le tempérament comique. Ça peut être du stand-up, ça peut être des gens qui viennent des réseaux sociaux, ça peut être des gens qui viennent juste d'internet, ça peut être des gens qui viennent juste du cinéma. Il y a plein de gens. On est 10, on est enfermés dans une pièce pendant 6 heures et le premier qui rit, il sort. Et il doit en rester qu'un. On joue chacun pour une association, donc je t'avoue que personne n'a envie de perdre parce qu'il y a 50 000 € à la clé pour une association. Et du coup, on veut tous donner le meilleur de soi et ne pas rigoler et faire rigoler les autres. Et c'était génial à faire. C'est sur Prime Video d'Amazon et sincèrement, c'était génial à tourner. Ça a été, j'ai adoré le concept. Et déjà le concept, ça m'a fumé quand je l'avais vu au Japon. Il y a une version australienne que vous pouvez voir dès à présent. Il y a une version italienne qui marche super bien. Quand ils m'ont proposé, j'ai dit oui, ça j'adore. T'es un des participants en fait. Oui, c'est ça, je participe. Voilà, et il y a 50 caméras c'est comme une télé-réalité, sauf que c'est 10 comiques et c'est limité dans le temps. J'ai hâte de voir ça. J'ai juste vu ça passer. Je me suis dit, une émission avec Kian, c'est bon, le 23 avril, je sais ce que je fais. Ah mais franchement, c'est très réussi. J'ai vu les 3 premiers épisodes, c'est très réussi. Je me suis donné à fond, hein. J'ai écrit à fond, j'ai préparé de dingue. J'ai écrit avec Florent Bernard, j'ai écrit avec Freddy Gladieux, j'ai écrit avec Navo, on a préparé ça pendant 2-3 semaines. Je suis arrivé là-bas, j'étais rempli de roquettes. Tu vas pas me le dire, bien sûr, mais est-ce que tu gagnes au final? Je peux pas dire ça. Comme Koh-Lanta, je peux rien dire. J'aurais pas cet exclu-là. Ah, dommage. Comme maintenant on est revenu un peu sur ton actualité du moment, dans le podcast, et comme tu l'as déjà écouté, tu sais que j'aime remonter le temps avec mes invités. Donc j'aimerais revenir à ton enfance. Donc toi tu es né le 29 août 1982 à Reims, d'un père iranien, d'une mère française. Tu as grandi à Val-de-Merigny. Moi ce qui m'intéresse, ce serait de savoir, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle enfant? Alors, oui. J'ai souvent fait des blagues. Beaucoup. J'étais farceur. J'étais un gros farceur. J'étais marrant à la récré. J'ai une amie qui m'a dit récemment, Kian, tu te rappelles, un jour il y avait de l'orage, on était tous sous le préau et t'as dit venez tous, je vais vous raconter une histoire et tu nous racontais des histoires, donc j'inventais des trucs. Des fois j'étais un peu mythomane quand j'étais gamin, donc j'inventais des faux trucs où je me disais que c'était des vrais trucs. J'ai eu un premier rôle de pièce de théâtre en CM2 je crois et les gens tapaient des barres dans la salle, c'était une comédie. Puis après j'ai jamais lâché le théâtre, je faisais des blagues avec mon alto, mon violon. J'ai toujours été un peu marrant et je me suis beaucoup cherché. C'est une recherche l'humour, hein. C'est faire des bides, c'est avoir des succès dans une conversation, c'est plein de choses, mais je me suis beaucoup recherché très vite dans l'humour. Et je me suis beaucoup trouvé en fait. C'est là où je me suis dit putain, on peut vraiment exister en faisant rire les gens. Il y avait un désir d'existence. Est-ce que tes parents, eux, étaient des gens drôles? Mon père était très marrant, ma mère oui, elle rigolait beaucoup, mais mon père était marrant dans le sens il racontait des blagues à table. Tu sais, chez les Iraniens, alors je sais pas si c'est tous les Iraniens, mais vu qu'on était 18, dans le salon on mettait une grande nappe par terre et il y avait 18 assiettes et il y avait 4 fois chaque plat et chacun se servait. Le salon était rempli et on mangeait par terre. Et mon père racontait beaucoup d'histoires, et il faisait marrer les gens et il avait toujours cet humour que je comprenais pas vraiment, mais s'il parlait iranien, tout ça, je parle iranien, mais il avait des trucs qu'il racontait et je comprenais que le flow était marrant, tu vois.
Donc en fait, je suis juste le fils de mon père, en fait, tout simplement. Il était surtout très fan de Nulle part ailleurs, des Guignols. Il était très fan de ce qui se faisait, tu vois, des auteurs fin des années 90, début 2000 sur Canal. Édouard Baird, Jamel, Poulvord. Il était très fan de ça, de Antoine de Caunes, de Garcia. Tu vois, il regardait ça tous les soirs. Il adorait parce qu'il sentait qu'il y avait une liberté de ton et une bonne humeur. Donc moi, après, j'étais biberonné à ça. Mais j'allais justement te demander, est-ce que vous regardiez des spectacles à la télé des humoristes ou est-ce que vous alliez en voir? J'allais jamais au théâtre quand j'étais gamin, j'y allais que avec l'école. Et mon père était pas du tout un mec sorti culturel. C'était plus un mec à la maison devant la télé. Ma mère était plus on va au musée, elle adorait les musées. Mais moi, ça me faisait un peu chier, je t'avoue. Je pense qu'il faut avoir un peu de maturité pour... En tout cas, pour moi, j'ai eu besoin d'un peu plus de maturité pour comprendre l'art. C'est comme comprendre la philosophie à 17 ans, j'étais pas prêt. Là, maintenant, je commence à comprendre ce qu'ils racontent, les gars. Ma mère était plus culture, art, peinture, ce qui était pas mon truc. Et mon père était plus les blagues à la télé. Et j'ai fait mes premiers sketchs, j'avais 15 ans avec une webcam et je lui disais, tiens, regarde, et puis on tapait des barres, on rigolait. J'avais une webcam, donc je faisais tous mes plans avec la webcam, mais les gens de ma génération qui ont connu une webcam branchée au-dessus de l'écran, enregistrer des vidéos, des conneries. Pourquoi les gens de ma génération où il y a des webcams maintenant, je suis con. Mais avant, c'était un peu le truc spécial, quoi. C'était la seule caméra que t'avais, quoi. Donc t'enregistrais tout depuis ton ordinateur. Avant, maintenant, les gens, ils enregistrent aussi des trucs depuis leur téléphone, mais avant, il y avait que la caméra, elle était que sur l'ordinateur. Et du coup, on enregistrait des sketchs avec mon frère, on faisait des trucs. C'était assez marrant. Tu as fait ta première scène en CM2, donc c'est la 5e primaire pour les Belges qui écouteront. C'est ça. Tu avais d'ailleurs le premier rôle. Oui, c'est ça, premier rôle, ouais. C'est fou quand même. J'ai dû lever la main, j'ai passé le casting et ils m'ont dit d'accord, vas-y, c'est parti. Je me dis mais comment j'ai appris tout ce texte, c'était fou. Ouais. Mais je me rappelle avoir eu un trou sur scène et j'avoir dit bon, j'ai un trou. Il faut que quelqu'un me donne mon texte. Et les gens ont éclaté de rire. J'ai entendu qu'au collège, au lycée et même après à la fac, tu faisais les ateliers, tu faisais les stages de théâtre, mais c'était pas concevable pour toi que ce soit un métier. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait que c'était pas concevable pour toi? Je sais pas, c'est une pensée limitante. C'est une pensée où tu te dis bon bah moi je suis là, mais ça peut pas aller plus loin. Ça peut pas. Il y a toujours une part de. J'ai vécu moi l'école comme une pénibilité. C'est quelque chose de très personnel. Après à l'école chacun la vit comme il veut. Enfin les devoirs, les trucs comme ça. J'ai jamais fait mes devoirs en 20 ans. J'ai toujours survécu. Alors avec une boule au ventre tous les matins pour pas me faire interroger. Ça me stressait. J'ai jamais aimé les deadlines de devoirs. Par contre, je m'amusais vraiment là-dedans et je me disais, j'avais accepté. En fait, comme si j'avais accepté que la vie, c'était une forme de pénibilité, que c'était le standard et que l'amusement, c'était l'exception. Donc, j'ai pas su m'écouter tout de suite. Alors, je l'ai fait à 23 ans, ce qui est quand même relativement jeune. Mais j'ai pas su écouter et entendre tout de suite qu'il fallait que j'aille vers l'amusement et non pas vers la pénibilité. Et le droit, c'était cool, c'était sympa quand je suis allé à la fac. Mais j'ai fait le seul moment que je kiffais, c'était l'atelier théâtre, quoi. Et j'avais des bonnes notes, quoi. J'avais des 18, des 19. Donc je me disais, mais si toutes les matières pouvaient être le théâtre et la prise de parole en public, bah c'est cool. Alors j'aurais 19 de moyenne. Je serais pas un gars médiocre et je serais jamais un redoublant ou un mec qui passe en rattrapage tout le temps. Et j'ai pas su penser ça de moi-même. C'est quand j'ai rencontré le théâtre à Paris que je me suis dit, oh, waouh, ah ouais, on peut faire un métier et c'est génial. C'est là que j'ai réalisé. Mais de moi-même, j'ai pas réussi à comprendre. Mes parents étaient très genre, bon bah maintenant tu vas devenir avocat, parce que je pense que fils d'immigré, tu vois, c'est cool d'avoir un statut social, genre médecin ou avocat. Bah mon père est venu, tu vois, il a un peu sacrifié sa vie. Il y a un peu ça, il y a un peu le goût du sacrifice quand les gens surtout je pense que c'est un truc d'enfant d'immigré peut-être. Peut-être que je dis de la merde pour les autres, mais il y a un côté, on compte sur vous pour monter l'échelle sociale, quoi. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors ma mère était juriste, donc après, tu vois, elle était pas avocate, donc elle s'est dit, tu vois, ce serait cool que le fils devienne avocat. Donc, je pense qu'il y avait aussi tu vois, l'aspiration à ça. Donc, grosse déception de mon père quand je lui ai dit que j'allais faire du théâtre à Paris. Est-ce que tes études de droit, ça t'a quand même apporté quelque chose? Ouais, grave. La concision. En droit, c'est simple, t'as la moyenne. En tout cas, dans la fac où j'étais, t'as la moyenne, t'as 10 sur 20 si tu mets juste une introduction et un plan. Si t'as les idées, t'as la moyenne. C'est cool. Ça t'évitait le blablatage. Moi, je sais pas toi, mais moi, quand il y avait une nana, elle s'appelait Astrid. Quand j'étais au collège, elle arrivait. Quand elle avait fait, tu sais, les rédactions que tu devais faire à la maison, tu sais, comment ça s'appelle déjà, mais tu sais, t'as des devoirs à faire où tu dois parler d'un thème, d'un sujet ou un truc de philo. Tu dois le rendre à la prof. Elle avait 4 copies doubles. Moi, j'arrivais même pas à faire une copie double. Elle avait 6 pages, 8 pages. Moi, j'étais là, genre, avec mes 2 pages, même pas recto verso. J'étais là, genre, bah, j'ai rien à dire. Et en droit, on t'apprend, on te dit, non, mais là, ton paragraphe, là, ça pourrait tenir en une phrase. Tu dis, ouais. Mais alors, pourquoi t'écris pas une phrase? Pourquoi tu nous fais du blabla?
Et je fais ah ouais, ok, cool, bah bonne nouvelle. Et en fait, en comédie, c'est un vrai conseil parce que si ta vanne, tu peux la faire en moins de mots, bah fais-la en moins de mots. Construis ta phrase, construis bien ta prémisse, et après ta phrase, tu l'as fait, et ta punch, elle est là, et t'as ta chute, et c'est tout quoi. Et fais-le en moins de mots possible. Et puis un jour, bah, toi, tu travaillais dans le magasin de tapis de ton père et tu regardais le DVD du spectacle de Franck Dubosc. Et pour la première fois, tu te dis, mais c'est possible, en fait. Lui, il a bien dû commencer quelque part et ça t'a ouvert cette possibilité-là. Mais j'ai envie de savoir pourquoi ce spectacle-là en particulier, parce que t'étais déjà quelqu'un qui consommait de l'humour, apparemment. Ouais, mais c'est parce que c'était une réédition, c'était son spectacle, je vous ai pas raconté, mais au Zénith, avec 20 minutes de sketch en plus, et je me suis dit, il a évolué, parce qu'on le voyait vraiment évoluer, Franck, on l'a vu devenir une star. Moi, je l'ai vu dans une interview sur France 5 à l'époque, il était là, genre, alors, vous commencez? Il fait, ouais, j'ai un spectacle, il était un peu bégayant, tu vois, il était marrant. Moi, je l'avais connu dans les annonces d'Elysée Moon, d'ailleurs, si vous regardez les annonces d'Eli, il y a Franck Dubosc, hyper jeune à côté, enfin hyper jeune, il avait déjà la trentaine je crois, et je vois Franck arriver au Zénith quoi, je me dis mais en fait il y a une évolution, en fait c'est pas déjà une star, et donc du coup j'étais là genre ah ouais il a évolué, et il racontait qu'il avait commencé ses sketchs, c'était Mousse Diouf qui avait dit que Franck venait toutes les semaines au réservoir, la salle qu'il tenait, et il venait faire un sketch par semaine, et il testait quoi, et je me dis en fait ça existe, en fait on peut débuter en humour, on n'est pas tout de suite une star. Ça m'a créé la case. En fait, on peut être débutant en humour. On peut évoluer ensuite et devenir quelqu'un de fort ou pas. Est-ce que toi, tu avais ce truc de ça a l'air génial, mais moi, je suis pas capable de le faire? Est-ce que toi, tu avais cette pensée limitante là? Non. Je me suis jamais dit que j'étais pas capable de le faire, mais pour rien au monde. J'ai jamais dit ça, je suis pas capable de le faire. Je me suis toujours posé la question, est-ce que tu as envie de passer les 4 prochaines années ou 5 prochaines années à ne faire que ça pour maîtriser le délire? Je n'ai aucun problème à me dire, bon, tu sais quoi, je vais... Avec la musique classique, c'est vraiment 10 ans de travail pour un son passable pour faire du violon. Et c'est hyper frustrant. Le skate, c'est hyper frustrant. J'ai fait du hip-hop, c'est hyper frustrant. Il faut beaucoup d'années avant de commencer à faire un truc un peu cool. Le stand-up, c'était parti, ou le théâtre. Tu vois, j'avais déjà fait 3 ans de cours Simon. Je dis, allez, c'est parti, on y va. J'ai jamais eu de limite à me dire, je suis pas capable. Le seul truc que je me dis, c'est, est-ce que tu as vraiment envie pour passer les 5 prochaines années à plonger là-dedans, quoi? J'aimerais ne pas avoir cette pensée limitante de je ne suis pas capable, mais moi c'est le premier truc que je me disais, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis du temps avant de m'y consacrer un peu plus, c'est que je me disais de toute façon moi je suis pas capable. Tu vois, je regardais, moi c'était plus Jamel avec son spectacle 100% debout, ce qui était le premier truc qui m'a pété au visage un peu, et où je me suis dit mais lui c'est génial, mais c'est Jamel, moi je peux pas faire ça. Là lui ah oui, je vois tout à fait, ouais. Tu vois, parce que lui c'est vraiment une bête de scène, tu vois, il est fait pour ça. Bah ouais. Après, ça m'a aidé de voir des gens après qui sont moins bêtes de scène, qui sont plus tranquilles, plus réservés, comme Yacine Bellous ou toi. Moi, c'est des gens comme toi qui m'ont fait me dire « Ah, en fait, lui, il est stressé aussi, c'est possible. » C'est des gens comme toi qui en parlent et qui disent « moi, les premières années de stand-up, c'était dur. Ah, c'était dur pour lui aussi. Mais c'est pas possible, c'est Kian qu'aujourd'hui. » J'ai eu des moments... J'étais tellement stressé, c'était compliqué quoi de monter sur scène. Je passais des insomnies avant de monter sur scène. J'avais joué mon spectacle à un moment donné au Montmartre-Galabru. C'était le samedi à 18h, il y avait déjà personne, donc déjà de jouer devant personne, c'était pas ouf. Mais en plus, les 3 jours avant, j'étais en mode si je fais une angoisse sur scène, ils vont dire quoi les gens? Ils étaient 4. J'étais en mode mais si je fais une angoisse ils vont m'en vouloir et je peux pas, il faut que je sois infaillible. Non. Et en fait en faisant ça tu crées des angoisses. Quand t'es sur scène tu te dis tu dois être infaillible. Ouais, moi j'ai souvent cette peur, c'est de perdre mes moyens et de commencer à pleurer sur scène. Ah ouais? Depuis que j'ai commencé à faire du stand-up, c'est le truc qui m'angoisse le plus. Mais parce que je faisais ça quand je faisais une présentation orale à l'école. Qu'est-ce qui se passerait si tu pleurais sur scène? Sincèrement, va au bout. C'est Navo qui me fait un exercice de pensée. Il me dit non, va dans le pire des choses. Voilà, t'es sur scène et tu pleures. Il se passe quoi? Déjà des gens qui se foutent de ma gueule, probablement. Pourquoi ils se foutent de ta gueule? Ah, les gens, ils vont pas se foutre de ta gueule, ça c'est sûr. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais imagine, toi, t'es dans la salle, tu vois quelqu'un pleurer sur scène. Tu vas dire, ah, l'air con! Ah, il pleure! Oh, le bébé, regardez, filmez-le, mettez-le sur Insta. Non, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un tombe à côté de toi, tu vas le laisser tomber ou tu vas le rattraper par réflexe? Par réflexe, tu vas le rattraper. Quand c'était en secondaire que je faisais une présentation orale et que je pleurais, on s'était bien foutu de ma gueule quand même. Ah ouais? Après, j'ai pleuré après le titre, donc j'ai pas mis longtemps à commencer à faire une angoisse devant tout le monde, tu vois.
Les gens qui se moquent de toi parce que j'ai l'impression qu'ils se valorisent en disant ah t'as vu t'as fait ça alors que moi non, tu vois, alors que tu vois il y a un côté non, quelqu'un qui fait une panique, même quelqu'un qui fait un bide, il n'y a pas plus précis qu'un humoriste, un mec qui monte sur scène pour se dire bah je sais exactement ce qu'il vit, je vais pas me moquer de lui, je vais pas le juger. Ah ouais putain c'est fou ils ont fait ça mais c'est méchant. Dans une école il y a un côté ah bah voilà, tu vois ils te connaissent un peu avant donc tu vois il y a un côté ouais, bah c'est les groupes, hein. Encore une fois, c'est les groupes. Hein. Si le groupe avait décidé que c'était touchant, bah ça aurait été touchant que t'aies eu ton trou ou que tu sois mis à pleurer. Oh la vache, ouais. Voilà. Comment mettre l'ambiance dans son propre podcast, Régis? Non, mais c'est dramatique. Tu vois un mec trébucher, alors voilà, c'est marrant de voir des imperfections, mais c'est pas. Le mec, il est en bad trip, tu te fous de sa gueule. Je fais, En tout cas, entendre des gens qui, comme toi, disaient moi je suis stressé, moi j'ai eu des peurs, j'ai eu des angoisses et tout ça, moi ça m'a aidé à me dire mais en fait, essaie, t'as envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. De toute façon, c'est plus fort que toi. Hein. Si t'écoutes la peur, tu le fais pas, mais t'écoutes un truc au fond de toi qui te pousse à le faire. C'est assez étrange. Il y a pas une voix qui te dit fais-le, mais t'as une voix qui te dit le fais pas. Mais tu le fais quand même. Donc il y a un côté genre t'es fait pour ça quoi. Faut y aller. Mais c'est quoi alors les trucs que t'as trouvé pour justement gérer tes angoisses? À part de faire en fait, de faire néanmoins, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça passe, faut tenter et à force de pratique ça se passe mieux, tu vois, et je commence à prendre des automatismes et tu vois que ça se passe mieux donc tu as moins de stress. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je sais pas, non, mais c'est vraiment un parcours à chacun, quoi. Il y en a qui picolent, il y en a qui prennent des médocs, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font le vide, il y en a qui ont besoin de faire des vannes, il y en a qui s'excitent en coulisses, il y en a qui font du sport. Il faut se méfier des gris-gris parce qu'un jour tu les as pas tout le temps, quoi. Alors quand t'as un petit gris-gris, c'est genre regarde, c'est ma petite souris, je l'ai avec moi tout le temps, c'est une petite souris en mousse, je la kiffe. Alors c'est cool, mais faut faire attention. J'ai vu beaucoup d'artistes avoir des mécanismes de rituel, c'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, ils sont là, il faut qu'ils fassent ça, ils commencent à se dire bon bah une fois que ça s'est bien passé, bah je vais refaire ce que j'ai fait avant, comme ça va bien se passer pareil, tu vois. Et vu qu'on n'est jamais dans le même état pareil, c'est Cyrus North qui m'avait dit ça, le youtubeur, il m'avait dit on est inconstant. Et c'est vrai que c'est très vrai comme chose. On est inconstant. C'est-à-dire que ton spectacle, tu peux être très bien, tu peux avoir fait du sport avant, t'arrives, tu montes sur scène, t'es hyper détendu. Bon, moi, ça marche. Le sport, ça marche super bien pour moi. Imagine, tu t'es posé 5 minutes, t'as lu un bouquin, t'as écouté une chanson, tu montes sur scène, ça s'est bien passé. Tu te dis, bon, bah cool, maintenant, faut que je lise ce bouquin, j'écoute la musique, et après, je monte sur scène et ça va bien se passer. Mais non, parce que t'es pas dans le même délire, t'es pas dans le même mood, t'es inconstant, en fait. Et en fait, être sur scène, c'est accepter d'être inconstant. Surtout, le track, c'est accepter de pas être comme hier, mais d'être aujourd'hui et tu seras pas comme demain non plus. Et en fait, d'avoir cette inconstance, tu te dis, en fait, voilà, c'est juste, aujourd'hui, je suis fatigué, par exemple, je vais jouer fatigué. Et je trouve que ce sont des émotions qui apportent quelque chose. C'est comme un acteur qui joue juste un mec en colère. Les Américains font souvent ça, ils disent, je crois que c'est, alors, je vais dire des bêtises, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois qu'il y a des méthodes d'acting qui disent, sers-toi de ce que tu as sur l'instant. Par exemple, si t'es en colère, tu dois faire une déclaration d'amour. Et tu fais ta déclaration d'amour et il y a toujours ce fond pas de colère, mais ce fond un peu de tension qui va donner un peu de profondeur à ta déclaration. Et en fait, elle aura pas genre oh je t'aime, c'est génial. Elle aura une petite profondeur, une deuxième couche de complexité. Et je trouve ça cool en fait quand t'es un humoriste de dire là en ce moment là, moi ça m'arrive de jouer, de monter sur scène et d'être un peu épuisé et de dire je vais pas faire le mec en forme, je vais juste accepter que je suis épuisé et de jouer. C'est Mathieu Chédid qui m'a donné ce conseil. Il m'a dit joue dans l'état dans lequel t'es. Et c'est comme ça que tu vas donner ton concert ou ton spectacle. Joue dans l'état. Voilà, si t'es stressé, dis-toi ouais, je suis un peu stressé, accepte-le. C'est comme ça. Fais pas le mec pas stressé. C'est le pire moyen de lutter contre un truc qui est impossible à gérer réellement, à part la respiration, bien sûr. Faut pas non plus dire aux gens je suis stressé, au revoir, tu vois, parce que quand même t'as un spectacle à donner, mais il y a tellement une abnégation de soi à ce moment-là. Il me dit accepte. Si t'es là, t'es un peu fatigué, tu vas être fatigué, mais vu que t'es inconstant dans 5 minutes, tu verras, tu seras moins fatigué, ça se trouve. Ça m'est déjà arrivé dans des spectacles, quand tu fais 1h30 de spectacle, t'es au bout de 40 minutes, tu dis j'ai la flemme là, j'ai plus de voix, j'ai plus rien, j'ai plus envie, et hop, au bout de 10 minutes, ça repart. Donc quand t'as appris que c'est du long courrier, qu'il y a des moments que t'es inconstant, et que tu l'acceptes, ça passe beaucoup mieux. Et ça passe avec beaucoup moins de jugement et beaucoup moins d'angoisse qui se déclenche. J'ai toujours la peur que l'angoisse se déclenche, moi. J'ai déjà joué, les gens étaient morts de rire et j'ai été terrifié d'angoisse, quoi. J'avais des fourmis, j'avais envie de mourir. J'avais vraiment envie de mourir. J'étais genre, je vais mourir. Les gens, ils rigolaient et plus je rigolais, plus je vais mourir. T'as une dichotomie puissante comme ça et les gens, ils disent, c'était cool, on a bien rigolé. Je fais, putain, moi, j'étais terrifié.
C'est ça que des fois, t'es tellement stressé, je sais pas toi si au début t'avais ça, c'est que t'es tellement stressé que tu prends pas tellement beaucoup de plaisir, même si ça se passe bien. Ah ouais, tu prends même zéro plaisir. Tu dis, mais je prendrai jamais de plaisir. Il y a des gens qui prennent très peu de plaisir. Le vrai plaisir de la scène, c'est l'après-scène pour moi. C'est quand t'as tout donné, que t'étais vraiment au service du spectacle, t'as kiffé, t'as pris des moments de kiff, mais le vrai kiff, c'est après, quand tu te poses. Moi, le vrai kiff, quand j'ai joué à une bonne soirée à l'Européen tous les soirs, c'était manger ma pomme avec mon yinche dans la coulisse après, enfin dans la loge après. Ça, c'était mon pur plaisir. C'est-à-dire, j'ai adoré jouer avec les gens, il y avait une énergie folle, c'était génial. Et le moment où c'est arrêté, t'es dans un état, mais de plénitude. Comme après une séance de sport. En fait, il y a des moments, t'étais cool, il y a des moments, c'était un peu plus dur, mais t'as tellement donné, qu'il y a une sorte de satisfaction à l'avoir fait, mais c'est mieux que tout. C'est très plaisant sur l'instant, je dis pas que c'est chiant, c'est pas une contrainte, c'est juste que t'as tellement donné qu'à la fin il y a une satisfaction, et cette satisfaction c'est mieux que tout, mais moins bien que la crème chantilly. Je vais revenir un peu sur ton parcours, parce qu'on a un peu quitté mon fil conducteur, mais ce n'est pas bien grave. Mais donc tu vois ce spectacle de Franck Dubosc, et après je pense que t'as passé un concours pour faire une publicité d'une marque de boisson, que t'as perdu en finale. Comment t'es au courant de ça? Attends, comment t'es au courant de ça? Je l'ai dit ça? Yes, j'ai un choc mental. Yes. Putain, je l'ai vraiment dit une fois alors. Hein. Vraiment, je l'ai pas dit souvent ce truc-là. Quand je te dis j'ai tout écouté. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais. J'ai fait un casting, j'ai perdu et je me suis dit putain, j'ai perdu parce que j'étais pas assez formé. Donc je vais me former. Et du coup, il y a ton ami Albert qui était au cours Simon à ce moment-là, qui t'encourage à venir voir. Lui, il te conseille de venir au cours Simon et tu présentes le texte Le chêne et le roseau. Putain, bravo, hein. Et c'est des recherches bien faites. Comment ça se passe pour toi, ce premier jour au cours Simon? Bah, c'est chambé. C'est juste la rencontre d'une vocation, quoi. C'est la rencontre d'un quotidien, pas d'une vocation, d'un quotidien de dire ça va être mon quotidien. J'ai tellement tapé des barres, j'ai envie de taper des barres tous les jours. Tu vois, ce côté genre, maintenant je vais plus choisir la pénibilité, choisir le plaisir. Et j'ai choisi le plaisir. Attends, on va lire Le chêne et le roseau. Ça te dit? Il est très court, hein, c'est un petit poème. Ouais, vas-y. Alors, le chêne et le roseau, Jean de La Fontaine. Le chêne, un jour dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes des vents. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Hein. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Jean de La Fontaine. Mesdames et messieurs, Kian Kojandi, bravo. Non mais tu sais que c'est un super exercice, même pour le stand-up c'est génial parce que tu t'apprends vraiment à refaire des micro-personnages et du scénario. Tu vois, le chêne un jour dit au roseau, ça c'est le narrateur, de la narration pardon. Et là tu fais le vous avez bien sujet d'accuser la nature, tu vois. Tu peux faire un peu un personnage grotesque, mais tu peux aussi passer par toi-même et de le faire. Après je sais pas si je l'ai bien fait, mais ça m'a fait longtemps vu que tu m'as replongé là-dedans, j'avais envie de replonger un peu là-dedans. La scène te manque parce que t'as eu l'occasion de pouvoir faire un petit passage de scène et tu te dis oui je le fais maintenant. T'as pas hésité. Mais tu sais que c'est génial, hein. Je recommande tout le monde d'avoir les fables de La Fontaine dans ses chiottes et de se lire une fable par jour, parce que si tu yèches une fois par jour, je sais que j'ai rencontré des êtres humains, ils chiaient tous les 2-3 jours. Donc ça fait à l'année, ça fait 100 fables. Là, tu peux faire les 300 fables, il y en a beaucoup. Et je trouve ça très intéressant parce que tu peux vraiment faire 2 personnages en moins de 1 minute 40. T'as 2 personnages, un narrateur, et tu peux trouver de la finesse dans tout. Tu peux tout chercher. Tu peux dire « je plie et ne romps pas ». Mais tu peux le dire de 1000 façons. Je plie et ne romps pas.
Et tu peux le dire 14 000 fois. Votre compassion, lui répondit l'arbuste. Tu peux même, tu sais, votre compassion, lui répondit l'arbuste. Tu vois, cette scission de. C'est une aparté, ça. Tu vois, c'est génial, ça. Votre compassion, lui répondit l'arbuste. C'est comme si tu faisais une petite aparté aux gens. Tu sais, et donc, le gars me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il était déguisé en clown. Et j'arrive et je lui dis, tu vois, et tout ça, tout ce que j'ai appris ça au cours, ça m'a énormément servi pour la comédie derrière. C'est un conseil en stand-up que je n'avais jamais entendu avant. Prenez les fables de La Fontaine dans vos toilettes. C'est ça, c'est le genre de conseil qu'on n'a pas tous les jours. Donc merci. Voilà. Détendez-vous devant La Fontaine. Non, mais c'est vrai, je te jure que si t'arrives à le faire, parce que les gens qui jouent La Fontaine aussi, des fois ils le jouent, tu vois, ils bougent les mouvements et tout. Au cours Simon, nous on avait un truc, c'était tu ne bouges pas. Il y a que ta tête, il y a que ta bouche qui parle. Et en fait, tu faisais passer des personnages dans les yeux et juste le ton. Et c'est très intéressant comme exercice. Et je pense que des fois, on devrait peut-être travailler son stand-up comme ça. Ça peut être intéressant. Et ça t'enlève tous les gestes fioritures. Parce qu'il y a beaucoup de gestes inutiles dans le stand-up. Ça t'évite de faire des allers-retours, de marcher, de stress. Parce que beaucoup de gens regardent le sol ou marchent. À la fin d'une blague, ils regardent le sol. Ou ils entament une démarche. Ou ils reculent. Comme si leur corps disait fuis. Et en fait, tout ça, t'apprends à contrôler ton outil. Et ça, c'est très important. Et la fable de La Fontaine, elle apprend ça. Alors, je sais pas si je l'ai bien raconté, la fable de La Fontaine, j'espère que les gens l'ont comprise, mais en tout cas, c'est un plaisir de trouver dans le minimalisme l'intention. La technique que tu disais de faire que avec le texte sans bouger et tout ça, il y a un humoriste, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Simon Gouache. Ah bah ouais, Simon, il est génial. Un humoriste québécois qui est incroyable. Lui, quand il crée son nouveau spectacle, il fait ça. Quand il rôde au départ, il ne bouge pas, il fait tout assis. Et il dit qu'une fois que le texte est bon, c'est bon, il se lève et il commence à faire la suite, quoi. Mais je l'ai vu, moi, Simon Gouache travailler. J'ai beaucoup d'admiration pour ce gars parce que je l'ai vu, déjà, il est hilarant. Allez voir Simon Gouache sur Internet. Alors, il a encore un phrasé très québécois, donc si vous connaissez un peu les expressions québécoises, ça va vous parler. Mais il y a des sketchs qui sont moins truffés d'expressions québécoises. Mais moi, je l'ai vu. En fait, il est très inspirant parce que justement, quand je te dis, va chercher dans une phrase la manière de le dire, va chercher, va sculpter. Lui, c'est dans les silences. Il va chercher, il va faire un personnage, il va prendre le temps. Il y a Sébastien Maniscalco qui fait ça aussi. Il prend le temps. Allez voir le voleur qui se prend une flèche parce qu'il est rentré, parce que le mec parce qu'il avait un arc pour se défendre. Allez voir ce sketch. Allez voir sur l'arrestation de Ben Laden par les SEAL américains. Allez voir ce sketch de Maniscalco où les gars prennent leur temps et j'adore. Et ça m'a beaucoup inspiré tout ça pour Pulsion. Je prends vachement mon temps de laisser naître l'accident, la manière de dire les choses. Ça a été hyper... Simon Gouache fait partie vraiment des rencontres qui m'ont dit mais prends le temps, va sculpter la manière dont tu racontes les choses. T'es pas obligé d'être à blinde tout le temps. Tu peux prendre le temps. J'invite les gens qui nous écoutent à aller écouter d'ailleurs. J'ai fait un épisode avec Simon Gouache, donc j'en profite pour faire ma propre pub parce que c'est un humoriste que j'adore, que j'ai eu la chance de recevoir aussi. Donc allez écouter ça après avoir écouté Kian. Je fais ma propre pub, désolé. Bah vas-y, c'est normal le mec, t'es ton média, fais ta pub, t'as raison. Tu passes 3 ans au cours Simon, donc de 2003 à 2006, 3 ans de laboratoire comme tu dis. Et pendant que tu es à l'école, tu travailles aussi à la réception d'une banque et tu écris tes premiers textes humoristiques que tu testais sur les gens qui venaient travailler. C'est ça que tu faisais ? Ouais, c'est ça, ouais, je testais des blagues des fois de temps en temps devant... Il y avait un gars qui s'appelait Jocelyn, et je lui disais ouais, je vais être comique. Et il me disait ah ouais, putain, c'est cool, alors t'écris quoi ? Je lui écris ça, et toi, ah ouais, c'est marrant. Des fois c'était pas marrant, mais il était gentil. En 2006, après t'être renseigné sur les scènes parisiennes, tu découvres la scène du Field, le dimanche soir. On s'inscrit en levant la main et tu fais ta première scène de stand-up, 5 minutes. Quel souvenir tu en gardes ? Beaucoup de stress, beaucoup de transpiration et un trou de mémoire magnifique. Mais sinon, hyper excitant, quoi. J'étais accompagné et c'était assez kiffant. J'avais un sketch sur le droit. J'expliquais que j'étais pas devenu juriste. Enfin, je racontais un peu ma vie, quoi, mais de manière marrante, quoi. Après, t'enchaînes les scènes au maximum comme le Changeman Comedy Club, le Pronzo, tu rencontres Bunaimin, Kairon, Baptiste Le Caplin, Bérangère Krief. Et de scène en scène, du coup, tu vas monter ton premier spectacle que t'écris avec Christine Juin, qui s'appelle La bande-annonce de ma vie. De quoi parlait ce premier spectacle ? C'était très inspiré de 2 artistes que je regardais à l'époque, qui s'appelaient Pablo Francisco et Philippe Cobert. Donc il y avait du multi-personnage, il y avait des bandes-sons, il y avait
de la musique que j'avais composée, je faisais des bandes annonces de films, je faisais carrément des films ensemble. Il y avait un sketch qui s'appelle Le Soldat Américain, qui doit être encore sur YouTube, je pense. Vous allez me voir avec un peu de cheveux. Quand je dis un peu de cheveux, pas beaucoup de cheveux. C'était un spectacle qui parlait de la bande annonce. Je disais que j'étais un enfant de la télé, que j'avais grandi grâce à la télé. C'était mon premier spectacle. Ça peut être intéressant de le mettre sur YouTube aujourd'hui, dire aux gens, bah voilà, j'avais fait ça à l'époque, si vous voulez regarder. Et c'est marrant de voir la différence. T'as un truc plus posé maintenant. Oui, mais alors, ce qui est bien, c'est la dynamique. C'est bien de commencer posé pour ensuite pouvoir exploser. Parce que si tu commences en explosion, va monter ensuite derrière, quand tu seras explosif derrière, c'est encore plus compliqué. Si ce spectacle-là, il était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Waouh. Il y a un truc que je ferais surtout, c'est que dans les plateaux, je travaillerais pas que un sketch. Je travaillerais tous mes sketchs, tous les soirs. Parce qu'avant, j'avais juste 2 sketchs, je les faisais, puis le reste du spectacle, il stagnait en fait. C'est comme si, tu vois, en 2006, 2007, j'écris le spectacle, et de 2007 à 2009, je travaille 2 sketchs. Donc les sketchs, ils commencent à devenir très bons, et tout le reste du spectacle fonctionne pas très bien, quoi. Et puis de plus en plus, et puis tu t'y tiens, et tu dis, oh, finalement, ça va. Et puis en fait, c'est ça que je changerais, c'est ma méthode. Parce que le jour où j'ai commencé à écrire après différemment en disant, bah tu sais quoi, je vais faire 5 minutes, maintenant ils s'en fonctionnent, allez hop, je les mets à la poubelle et je repars sur 5 minutes. C'est pas que je les mets à la poubelle, je les mets de côté, quoi, mais j'arrête de les jouer. Je vais pas faire le mec marrant de la soirée, je m'en fous, je vais travailler mes textes, quitte à pas être marrant, c'est pas grave, mais je vais débroussailler en permanence pour améliorer. Mais c'est ce que je fais maintenant dans mes spectacles. Les 2 pulsions, tout ça, j'ai pulsion et une bonne soirée, j'ai pas arrêté de travailler pour les améliorer. J'essaie de les améliorer. Dès qu'il y en a un qui était bon, je disais, bah je le fais pas ce soir, c'est fini, il est bon. Je vais repartir à 0 et c'est pour l'ego, c'est terrible. Je pense qu'il y avait une bonne base, mais il y avait pas assez de travail. C'est à cette période-là que tu rencontres Navo, ton acolyte de toujours. Exactement. Je crois que la première fois que tu le rencontres, tu lui parles de se laver les pieds, comment c'est important de se laver les pieds. Mec, c'est tout à fait possible. Ça devait être ma lubie du moment et je lui dis, bah tu sais quoi, on va parler de se laver les pieds. Mais après, tu peux pas demander à Navo parce que Navo se souvient de rien, mais en tout cas, c'est possible. C'est Navo qui l'explique dans le podcast que vous avez fait avec Pierre-Bruno Rivard il y a un moment. Hein. Ah ouais, j'ai fait ça, bah c'est possible. Et je le pense encore aujourd'hui, hein, mais je le ferai pas en première phrase de relation. Tu passes pour un illuminé, mon pote? Mais oui, je t'avoue que quand je t'ai appelé, tu m'avais commencé par me dire... C'est tout de suite, allô? Ouais, c'est moi, comment vont tes pieds? Mais du coup, tu le rencontres au travers des différentes scènes, il travaillait avec Kayron, puis il est venu voir ton spectacle, et vous échangiez des blagues au départ, toi pour la bande pas dessinée, lui pour ton spectacle. Qu'est-ce qui a fait que ça a connecté autant entre vous? Bah, c'était la générosité, c'est-à-dire qu'on se donnait des blagues. Ça, c'était très cool parce qu'on se disait pas si je lui donne une blague, il va partir avec ou je sais pas quoi. Non, on se donnait des blagues, quoi. Il y avait de la confiance, il y avait du tu m'as donné une blague, cool, j'ai une blague pour toi. J'en mets. On s'échangeait des blagues comme des images Panini. Je sais pas si tu vois ce que c'est les images Panini, c'est les images à coller dans des albums, ouais. Ouais, je vois bien, on avait ça aussi. Est-ce que pour toi c'est essentiel d'écrire avec quelqu'un ou on peut s'en passer? On peut clairement s'en passer, mais c'est pas marrant. C'est beaucoup plus marrant de rebondir ou de saisir des balles au bon ou de justement dire quelque chose et qu'après le gars dit ouais carrément ça c'est charmé, dit non mais c'est encore mieux, attends ouais c'est encore mieux puis en fait de chercher ensemble, t'es moins seul quoi. Puis quand tu vas en tournée, bah t'es moins seul. Quand le texte est pas bon, bah tu dis à 2, tu dis franchement elle était nulle la vanne, elle a pas marché, mais c'est pas grave, tu dis bah on la réessayera demain, puis on l'essaye 100 fois, puis après on dit bah tu sais quoi, on la tue, celle-là elle est morte, ça marche pas. Et puis en fait il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes et de se dire ok cool, bah tu vois ça marche pas. En fait on partage tout, les gloires comme les défaites, et c'est agréable. Qu'est-ce que tu dirais que sont les qualités que doit avoir un bon co-auteur? Comment on peut choisir le parfait co-auteur pour soi? Le parfait co-auteur, c'est quelqu'un qui va pas faire d'ego et qui va pas t'imposer un truc que tu sens pas, qui va pas te déformer parce que c'est drôle, qui va te dire bon bah moi je pense que ça c'est drôle, mais si tu veux pas le faire, le fais pas. Un bon co-auteur, c'est quelqu'un qui va t'encourager et qui va pas qui va te connaître surtout, qui va connaître tes qualités, tes failles, ta manière de penser, et qui va justement te dire ça je sais que tu es en accord avec toi-même, qui va trouver un propos avec lequel tu es d'accord et pas un propos qui est juste marrant. C'est quelqu'un qui t'accompagne et avec qui tu peux je pense discuter des heures sans même écrire. En fait, la plupart des conversations qu'on a avec Navo, c'est même pas de l'écriture, c'est juste des trucs qu'on a compris ou qu'on est en train de comprendre ou qu'on n'a pas compris. Donc tu vois, c'est ça un co-auteur, c'est quelqu'un qui t'accompagne vraiment sur beaucoup d'endroits, beaucoup de domaines. Un bon co-auteur, c'est un ami. C'est un ami avec qui tu bosses des fois et c'est marrant. Pour le moment, moi, j'ai jamais écrit avec quelqu'un. Ah bah je comprends, hein.
Mais ça peut venir, hein. Si jamais tu penses, ça peut venir. Ouais, c'est pour ça que je me demandais si pour toi, tu trouvais que c'était essentiel. Non, il y a des gens qui écrivent tout seuls. Je crois qu'Haroun, il écrit tout seul. Peut-être qu'il se fait relire par des gens, mais il écrit tout seul. Il y a plein de gens qui écrivent tout seul et ça marche très bien, hein. Je crois que Roman, il écrit tout seul, mais il cède de ses potes pour, tu vois, il y a toujours un lecteur, il y a toujours une oreille attentive, il y a toujours je vais te dire un truc, tous les mecs marrants ont un meilleur ami à eux qui est encore plus marrant qu'eux. Moi, je suis pas un mec ultra drôle, c'est juste j'arrive à sentir ce qui est drôle. Et après, je travaille. À cette période-là, après, tu as fait aussi un spectacle avec Kairon, avec Boone Aymin. Vous faites un spectacle à 3 qui s'appelle Kairon, Boone et Kian mettent en pièces le Comic Hall et ensuite le Galabru. C'était quoi le concept de ce spectacle-là? Un jour, il y a un gars qui est venu nous voir, un producteur, qui a dit en fait, votre concept de spectacle, c'est 3 connards qui insultent les gens pendant 1 heure. On a dit absolument. C'est exactement ça. Absolument. C'est exactement ça, monsieur. Parfait. En fait, les gens, ils venaient et ils adoraient venir se faire vanner. Ça marchait vraiment parce que les gens, ils venaient pour se faire vanner. Donc, on passait 3 heures à rigoler. Et donc, c'était essentiellement de l'impro, alors? On avait tous à peu près une demi-heure de drôle en matériel. Par exemple, on était tous les 3 sur scène, on parlait à des gens, genre, dit, tu fais quoi dans la vie? Bah, je fais ça. Ah, ok, tu fais ça. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, en ce moment, je regarde des films. Ah, Kian, il est fan de films. Ouais, moi, j'adore, c'est le cinéma américain. Et hop, je partais sur le cinéma américain. Une fois que j'avais terminé, je disais, mais voilà, je te disais que j'étais fan de cinéma américain. Quelqu'un a une question ou un truc comme ça? Et hop, on changeait. Et ça partait d'ailleurs. Ah, je suis en couple. Ah, toi, Kairon, toi, tu viens de te marier, toi, non? Vas-y, tu peux en parler, s'il te plaît. Et tac, tac, tac. Et on en parlait comme ça. Et je savais que Kairon, il avait 2 minutes sur le mariage. Je savais que Boone, il avait 3 minutes sur la bouffe. Mais tu sais, des fois, on arrivait sur scène, on mangeait. Les gens, ils arrivaient, on était en train de manger. Et ça a été très formateur pour ne plus avoir peur. Ça a été hyper formateur. Ça m'a décomplexé complètement. Mais quand t'es pas tout seul, c'est vraiment une autre chose, la scène, hein. Quand t'es pas tout seul, c'est beaucoup plus facile, hein. Parce que des fois, je me posais pendant 8-10 minutes, quoi. J'étais là, j'étais assis, puis je mangeais. Puis mes potes, ils jouaient et ils faisaient rigoler. Donc tu vois, t'as quand même des pauses. T'es sur scène, t'as le temps de réfléchir. T'es pas en mode faut que je fasse rire, vite, la prochaine blague. Tu vois, t'es en mode t'as le temps de prendre le temps, quoi. Et donc ça m'a beaucoup appris. Et Kairon aussi, hein. Kairon a beaucoup progressé à ce niveau-là, parce que il est parti de vraiment, il est parti de zéro, quoi, en termes d'impro sur scène et tout. Il a tout créé à ce moment-là, quoi. C'est ce qui est fou, parce que maintenant, c'est une machine en improvisation, quoi. Ouais, et ça l'a pas toujours été. On a toujours cette philosophie avec Kairon, c'est quand tu vois quelqu'un cartonner ou réussir, au lieu de dire putain, pourquoi il est cartonné pas moi, tu devrais te dire cool, ça veut dire qu'un jour, avec du boulot, je peux faire exactement comme lui et cartonner et réussir. Quand j'entends dans les podcasts, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde n'était pas si bon. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé d'écouter les podcasts, c'est que tous les humoristes ont tous eu des galères, ont tous eu des bides, ont tous des moments de stress, et il y a des moments où ils étaient pas bons. Moi, ça m'aide beaucoup parce que tu te dis c'est possible qu'un jour, un comédie geek qui m'appelle pour faire un podcast et qui soit un petit peu stressé de faire un podcast avec moi. C'est possible. Bah ouais, je te le souhaite. À ce moment-là, avec le spectacle, t'as aussi développé le Bordel Comedy Club avec tous ces potes-là. Ouais. Le Bordel Club, tous les lundis, qui continue, je pense. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu fréquentes de plus en plus Navo et tu lui dis bah, j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle. Est-ce que ça te dit? Lui, bien sûr, dit oui. Pendant 5 ou 6 mois, vous avez juste discuté de tout et de rien, comme tu disais tout à l'heure. Comment ça se fait que tu as réussi à être aussi à l'aise avec lui, de pouvoir parler de tout et d'être vraiment ouvert sur qui tu es? Qu'est-ce que tu penses qui a fait que c'était possible avec lui? Tu te sens vite à l'aise avec un mec comme Bruno. Bah, tu fais confiance, quoi. Tu peux risquer de te faire avoir, hein. C'est aussi bête que ça, hein. Mais je savais qu'il était intelligent et on s'était embrouillé 3 ans avant et j'avais été bête et je me suis excusé. Et il m'a dit « Ah cool, en fait, t'es un mec qui évolue. Ah cool, bah tant mieux, parce que moi je suis comme ça aussi, j'aime bien évoluer. Bah ça me fait plaisir que tu sois pas juste un mec borné, donc tant mieux, ça veut dire qu'on peut s'entendre. » Je dis « Putain, c'est sympa. » Donc tu vois, il y a des moments... non, il a toujours été très, très à l'écoute. C'est quelqu'un qui a une vraie écoute, une écoute qui vaut de l'or. À ce moment-là, vous écrivez 15 minutes d'un nouveau spectacle. Puis à un moment, tu te dis, moi j'ai une idée d'une série que tu voulais faire avec tes potes, en mode rapid speech, avec, un peu comme dans Fight Club, c'était un peu les influences, je vais dire. Et tu te dis, on va mettre toutes nos vannes dedans. Ouais, exactement. Ouais, il y avait un peu ce côté, tu vois, le cinéma a vraiment créé ce truc, le parler rapide, ce qu'on appelle le rapid speech, tu vois, le côté genre dans Trainspotting à la fin, il parle très rapidement. Dans Les Lois de l'attraction, il y a une scène qui est formidable, ça s'appelle Le Voyage de Victor. Le mec parle super rapidement, il raconte tout ce qu'il a fait. Jean-Pierre Jeunet parlait super vite. T'entends André Dussolier parler super vite. Il y avait un truc très très cool dans Fight Club. Il y avait une voix off très traitée, très machin. Tu sais, il y avait la dichotomie entre ce que pense le narrateur et ce qu'est vraiment le truc. Il y a plein d'influences qui étaient là et en fait, il n'y avait pas vraiment de comédie. Ça n'avait pas été fait le rapid speech de manière comique.
Il n'y avait pas vraiment d'accélération et de surinterprétation de la réalité avec la comédie. Et en fait, ça a donné bref parce que justement, le côté de dire à quelqu'un, je regarde quelqu'un, je suis allé voir, je me suis levé, je suis allé le voir. Normalement, tu fais pas ça, tu filmes un mec qui se lève et qui y va. Tu vas dans je me suis levé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Tu vois, tu vas dans la surdescription de ce qui se passe. Et en fait, on a créé de la comédie là-dedans. On a amené ça à la comédie avec nos potes, avec nos blagues, avec nos textes, nos envies, nos trucs et tout. Et on est complètement le fruit de nos influences. Hein. Sans elles, on serait rien. Mais ce qui est fou avec Bref, c'est qu'au départ, vous vouliez faire un court-métrage. Ouais. Au final, vous faites un épisode pilote avec tous vos potes, que vous faites ça... Un dimanche chez un pote. Et au final, ça donne le premier épisode de Bref, l'épisode pilote, qui est proposé à Canal+. Il vous dit, est-ce que vous en avez d'autres? Que vous dites, bah ouais, il y a moyen d'en faire d'autres, mais en fait, vous n'en aviez pas d'autres, quoi. Je trouve ça fou de se dire, bah allez, on y va, on les écrira, quoi. Je trouve ça fou. Bah ouais, de toute façon, c'était fou. Hein. Tout ça, c'était fou. Hein. Même le fait, le premier épisode à faire, il était d'une difficulté de travail. Ça a été très dur. Quand ils m'ont dit, vous voulez faire d'autres, moi, j'ai dit, bah, j'y arriverai pas. Hein. Tu te disais ça, mais t'as quand même dit, oui, je peux en faire d'autres. C'est Navo qui a dit oui. Moi, j'ai dit attendez. Mais et après, au final, vous avez quand même écrit tous les 40 premiers épisodes sur 10 jours. Ouais, 15 jours à peu près, ouais. Du 1er au 15 juillet, ouais. 2011, je crois. Je me rappelle que c'était le 30 juin, quand Harry me dit « Ah cool, Canal a signé, c'est bon, c'est ok. » J'ai cool. J'ai appelé mon père. On a pleuré comme des bonhommes au téléphone, on était trop contents. Et puis après, le lendemain, on a pleuré comme des auteurs qui avaient 10 jours pour écrire une série de 40 épisodes. Donc voilà. Mais surtout que vous aviez pas de notion spécialement de réalisation et tout ça. Vous étiez 2 auteurs, quoi. Non, moi j'avais déjà réalisé pas mal de trucs. Moi, ça faisait longtemps que je réalisais avec des petites caméras, mais pas de réalisation avec une grosse équipe. Ouais, pour moi, c'était une très grosse première, pour Navo aussi. Mais Navo avait réalisé 2-3 trucs aussi, donc on avait déjà des idées quand même de réal. On avait des envies de réalisation. Tu sais, les réalisateurs, c'est pas. Il y a aucune différence entre un mec qui commence la réalisation et moi. La seule différence, c'est que on n'est pas au même moment. Enfin, la personne elle va apprendre les mêmes choses que moi. C'est-à-dire que être réalisateur, c'est avoir des envies et des idées. C'est rien d'autre. Après, c'est aussi savoir gérer une équipe, mais c'est surtout avoir des idées réalisées. C'est pas être passé par une école. Tu peux avoir fait les meilleures formations du monde, si t'as pas d'idées, bah tu vas juste réaliser un truc de manière plutôt basique. Donc si jamais vous voulez réaliser des trucs comme ça, il faut juste valoriser vos idées, c'est ça le plus important. Et c'était un projet d'envergure pour quelqu'un qui n'était pas dans ce domaine-là à 100% au départ. C'est ça que je trouve incroyable, mais le rendu est incroyable. Je veux dire, Bref, ça a eu un succès de fou. Je me rappelle quand ça a explosé, tout le monde se partageait les épisodes de Bref, quoi. Mais tout le monde, t'as vu le dernier épisode de Bref, on se les passait, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, on le fait tout le temps, quoi. C'est un classique, quoi. Eh ben c'est gentil, c'est cool, tu vois. Ça me touche. Tu vois, même 10 ans après, ça me touche. Est-ce que toi, dans tous les épisodes de Bref, donc il y a 82 épisodes au total, est-ce que toi, tu as un épisode préféré, un épisode coup de cœur? J'aime bien l'épisode Bref, on était des gamins. C'est un truc qui me tient à cœur parce que c'est vraiment un truc que j'ai vécu, c'est un truc que j'ai vraiment raconté sans filtre, quoi. Donc ça, c'est cool. Et Bref, je suis vieille. C'est les épisodes, c'est un peu nostalgique, mais je les aime beaucoup. Et puis, je t'avoue un truc, j'ai jamais trop regardé Bref, en fait. Je les ai montés. Des fois, j'en regarde un tous les 3-4 ans. Il y en a un qui pop comme ça. Je fais, ah putain, ouais, c'est vrai, putain, on avait raconté ça. Mais je suis des fois un peu surpris. Je fais, ah oui, c'est vrai qu'on avait écrit cette blague, j'avais oublié. Donc, je suis pas en mode, ma vie, mes trophées. Je suis plus en mode, quoi raconter pour la suite, quoi. Moi, je peux te dire mes préférés. Vas-y. J'en ai noté plusieurs parce que j'ai pas réussi à choisir, parce que je me suis refait tous les épisodes cette semaine-ci. Je crois que les épisodes que j'ai préférés, c'est d'un côté ceux dans lesquels je me retrouvais énormément. Donc il y a Je sais pas dire non. Je me suis dit, ils ont fait un épisode sur moi, c'est bien gentil. Je me suis fait agresser le fait que tu réfléchis à toutes les choses que tu aurais pu dire. Ah ouais, les j'aurais dû. Mais j'adore parce que ça va très loin avec le catch sur la scène. Mais je trouve ça. Mais avec Alban Ivanov. Ah oui, mais il y a que des guests incroyables dans la série. Il y avait J'ai aucune mémoire parce que je me reconnaissais encore terriblement. Et le Bref, je suis vieille que je trouve magnifique, à la fois émouvant, drôle, beau. Tu le regardes, tu ris, tu pleures, 1 minute 30, tu passes par 1000 émotions différentes. Je trouve ça incroyable.
niveau-là. Et moi, il y en a qui n'ont pas aimé qu'il y ait des épisodes plus tristes. Moi, j'ai adoré ça. Je suis désolé pour eux. Désolé de leur faire perdre 1 minute 30. Je suis désolé. Quel pourcentage du personnage de Bref et de ce que tu racontes dans Bref, c'est toi? C'est 50-50, Navo et moi. Hein. J'ai pas de mémoire, c'est Navo. Je sais pas dire non, c'est moi. Hypochondriaque, c'est moi. J'ai couché avec une flic, c'est personne. Je me prépare à un rendez-vous, bah c'est un peu nous deux. Non, c'est souvent nous deux. Hein. Et des fois, c'est tiré aussi. Hein. On tire un peu le trait pour la comédie, mais c'est quand même un personnage qui est plutôt lâche et menteur. Donc c'est un peu la face noire que t'as au fond de toi, quoi. Mais concentré sur 82 épisodes. Donc ça donne un. Toi, c'est quelqu'un quand même qui est un peu. Qui est un peu perdu, quoi, qui est un peu triste, qui est un peu en dépression, qui est un peu tout seul. Si t'enlèves la voix off, c'est pas marrant, hein. C'est juste un mec tout seul chez lui. Il y avait un mec qui avait fait un montage à l'époque, il avait fait une musique un peu avec un piano et tout, un peu triste et tout, sans la voix off. C'était méga triste. Ouais, j'avoue. Franchement, ce qui est génial avec Bref, et je conseille à tous les gens qui vont écouter cet épisode, si vous n'avez pas écouté Bref, bah déjà, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Mais allez les écouter parce que ça ne vieillit pas. Bah, c'est aussi l'équipe technique hein, qui a rendu ça possible. Hein. Si c'est cool, si tu me donnes ce compliment aujourd'hui, c'est parce que techniquement, on avait des gars très forts aussi avec nous. Hein. Jocelyn Billot, l'équipe déco, l'équipe mise en scène, l'équipe des vêtements, l'équipe du maquillage, tout ça, c'est des gens qui nous ont beaucoup apporté pour que ce soit beau à l'image, quoi, et que ça puisse vieillir. Ça, c'est pas cheap, quoi. Allez voir Bref, si c'est pas déjà fait. Allez le revoir. Franchement, ça fait du bien. Allez. Bah, c'est gentil. J'allais dire que ça me fait plaisir de te toucher, mais cette phrase est bizarre. Ouais, ça me fait très plaisir de te toucher. Waouh. Dans Bref, il y a plein de guests, il y a plein de stars qui ont participé. Il y a Bafi, Njijol, Astier, Decaune, Omar Efred, Elise Moon. Je pourrais les citer tous, mais ça va prendre un bon moment. C'est qui, toi, le guest qui t'a le plus impressionné et de te dire je l'ai eu dans un épisode? Tu me demandes trop de choisir. Je vois le tableau. On passe de 2 mecs dans une chambre à Montmartre en train de parler d'un truc et 6 mois après on se retrouve avec beaucoup de stars de la télé, du cinéma, de la scène, de la chanson comme ça qui viennent nous voir. Donc c'est à ce moment-là je suis bluffé, quoi. Je suis genre ouais, tu sais pas, quoi. Tous les gens qui t'ont influencé ils sont dans tes programmes. Tu dis mais ça claque. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette tout ce que vous avez fait autour de Bref aussi, avec tous les commentaires de chaque épisode que vous avez fait aussi. C'est dispo ça sur YouTube, on a mis sur la chaîne, ouais, c'est dispo, on a tous les commentaires audio, ouais. Ah, c'est vrai qu'on avait fait ça. Ouais, c'est vraiment cool. Il y a un documentaire, vous avez fait une émission de radio, vous avez fait un making-of. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, un bon moment s'est inspiré de cette émission de radio. C'est tellement cool de faire une émission avec ses potes qu'on s'est dit, bah voilà, on veut le faire. Alors après le succès énorme de Bref qui vraiment t'a révélé au grand public. Succès énorme, incroyable succès. C'est marrant, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Énorme. C'est quand même un truc qui a cartonné, on a tous partagé les vidéos. Enfin moi c'était vraiment la période où il y avait un Bref qui sortait, on se le partageait tous, quoi. Non mais je suis heureux de ça, mais c'est vrai que j'ai jamais, je me dis jamais genre quand même quel succès, hein. C'est vraiment incroyable. Tu vois, je suis très distant de ça. Comme je te disais, je suis pas trop dans le trophée, en fait. Je suis pas trop dans le je me retourne et je regarde, je fais ah putain, j'ai fait des trucs. J'ai même tendance à oublier beaucoup de choses. Des fois je me dis ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça, putain, c'est vrai. En fait, dès qu'un projet est terminé, je suis déjà parti sur autre chose dans ma tête. Je suis un peu dur avec moi-même des fois. Ça t'évite aussi de gonfler ton ego au final. J'ai pas besoin de ça pour avoir des crises d'ego, hein. Des fois j'ai planté des fraisiers et je suis là genre qui c'est le meilleur, qui c'est le boss. J'ai pas besoin de faire une série j'ai pas besoin d'impliquer 45 personnes d'équipe technique pour avoir un peu d'ego. Non, je suis très content de mes réussites au quotidien. Moi, je continue à dire que c'est quand même un succès énorme. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu, parce que c'est vraiment un truc qui a changé ce qu'on voyait sur Internet, le format court et les trucs d'humour. Je pense que ça a donné envie à plein de gens d'essayer d'en faire aussi. Et donc ça, je trouve ça assez chouette. Et après, bref, tu as commencé à travailler sur ton nouveau spectacle. Et là, ta méthode que tu as utilisée pour créer ce spectacle, c'est de t'inscrire aux soirées première fois de Yacine Bellous. C'est-à-dire des soirées, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des soirées que organise Yacine Bellous une fois par mois, où les artistes viennent présenter un numéro pour la première fois. Donc il y a des chanteurs, des humoristes, des magiciens, des réalisateurs, il y a eu un petit peu de tout, devant apparemment un public très bienveillant, à l'image de Yacine Bellous. Ouais. Il a réussi à se multiplier en 300 personnes à chaque soir. Et donc toi tu réservais un créneau à 8 de ces soirées, une fois par mois. Donc tu avais un nouveau sketch à créer tous les mois de 15 minutes. Et après ce sketch-là, tu le retravaillais pendant un mois, tous les soirs,
de la semaine aux différents plateaux de Paris. Ce qui est une méthode cool, hein, ce qui est une méthode qui a fonctionné. Et est-ce que cette méthode, elle est venue naturellement ou c'était vraiment prévu de faire comme ça? Comme je te disais, moi je lâche rien en fait. C'est pas une question de se sentir capable ou pas, c'est une question de dire ok go, maintenant il faut pas lâcher. Tu fais 15 minutes de texte et puis à la fin il te reste 8 minutes plutôt efficaces. Et à la fin il te reste 10 minutes où t'es vachement détendu parce que c'est aussi ça quand tu commences un texte, t'es très tendu. T'es très dans le par cœur, donc tu cherches ton texte, tu sais pas trop comment les gens vont réagir. Et après tu commences à prendre tes marques et du coup tu commences à t'amuser dans le texte, tu vois. C'est toujours très intéressant de vite passer le par cœur. On parlait du Chanel Roseau tout à l'heure. Une fois que tu as passé le par cœur, c'est là où l'amusement va commencer parce que si on parlait vraiment ressenti d'un texte, à un moment donné, ton texte, c'est Christine Juhat, ma première metteur en scène, qui m'avait dit ça. À un moment donné, ça doit être dans ton corps. Si c'est pas dans ton corps, t'arriveras pas à transcender un peu les mots, à trouver autre chose. Tu seras pas accessible à l'accident, tu vois. D'être toujours disponible à l'incident. Oh, je vais le dire comme ça aujourd'hui. Oh, je vais le dire comme ça. Parce que tout s'enchaîne mécaniquement. Ton texte, il est vraiment en bouche. Il est vraiment dans tes muscles, dans tes intentions. Tout est bien calibré. Et en fait, ça vient avec le temps. Personne ne peut pondre un texte, le faire par cœur dans une émission le lendemain, tu vois, et que ce soit un texte vraiment bam. Ça met du temps. C'est quand tu vois les gars qui arrivent dans les shows américains, tu sais, dans les late shows. Les gars, ça fait 5 ans qu'ils l'ont bossé leur set. Ils le connaissent, mais par cœur. Comme ça, le fait qu'il soit... Il y a un truc qui dit... Quand tu montes sur... je fais beaucoup de sport avec Ibrahim Konaté, qui est un champion de boxe. Et c'est vrai que quand tu montes sur le ring, tout ton entraînement, tu perds 50% de ta force quand tu montes sur le ring au moment d'un match. Donc tu as intérêt à être à 200%, tu vois, si tu veux vraiment être à 100%. Et c'est ça en fait, c'est que ça, c'est se préparer à être à 200% au moment donné où tu dois livrer le texte pour des gens qui sont venus, qui ont fait le déplacement, qui ont pris un billet et qui sont venus, là tu as intérêt à être à 100% de tes capacités. Mais ça passe par le côté, je dois faire rentrer le texte dans mon corps, dans mes muscles, dans mes intentions, et à un moment donné tu te lâches. Et ça, c'est incompressible. Il y a un temps de travail. Quand tu fais ta première scène, donc la première soirée, première fois, après Bref, comment elle s'est passée cette soirée-là? Parce que tu n'étais plus monté sur scène depuis un moment. J'étais avec Blanche ce soir-là, on remontait sur scène tous les deux. C'était tous les deux, on a repris la scène ensemble. Et on était tous les deux un peu stressés, un peu traqueux, mais j'étais tellement excité de mes idées que je voulais vraiment les partager. J'ai foncé dans mes idées. Je me suis dit, c'est les idées que je veux partager. Et c'est ça qui m'a boosté. Mais j'avais le trac, absolument, ouais. Et c'est quoi le premier truc que tu as testé, le premier truc qui t'est venu sur la première soirée? Tu te rappelles ce que tu travaillais ce soir-là? Je crois que c'était le truc sur... Je me branle énormément, c'était le début de Pulsion. Ouais, c'est le début du spectacle. Après, j'ai fait l'endorphine, ou je crois que j'ai commencé par l'endorphine, je sais plus. Et il y a... tout le monde te le dira, hein, tous les gens qui ont fait première fois te le diront. Tu sors de première fois, t'es là genre putain, mon texte, c'est du génie, c'est bon... Vas-y, c'est parti. Le lendemain, tu vas au Topito Comedy Club et tu te votes. Oui, comme le public est bienveillant, ça aide. Ils te portent, en fait, ils savent. Ils ont l'empathie, en fait. Ils se disent, waouh, en fait, ce mec-là est au même niveau que moi. Il a écrit un texte, il sait pas ce que ça vaut. C'est pas du sûr ce qu'il fait. Donc, ok. Ok, en fait, il y a une empathie pour les gens. Ils font un transfert. Ils se disent, ok, on est dans la même situation là. À toutes ces soirées première fois, est-ce qu'à chaque fois tu t'étais dit c'est bon, je tiens quelque chose, ou des fois tu t'es dit ça va être compliqué ce mois-ci, je sais pas où je vais? Pulsion, c'était 3-4 ans d'incertitude complète sur déjà ma capacité à faire un spectacle. Au-delà même du texte, j'étais dans une peur de me dire mais je ne tiendrai jamais une tournée. Quand t'as fait une dépression et qu'à un moment donné t'es attaqué par des forces intérieures aléatoires, comme si dans la minute tu peux avoir une angoisse et tu te dis je me rappelle d'un truc, quand j'étais en dépression, je me suis dit j'arriverai même pas à reprendre le bus. Je vais monter dans le bus et je vais vomir et les gens vont faire oh il a vomi, oh mon dieu, mais cassez-vous, qu'est-ce que vous faites là? En fait c'était totalement absurde comme pensée, mais elle était bien concrète dans ma tête. Je me dis mais je peux pas monter dans le bus, je peux pas faire ça, je peux pas aller à une soirée. Si je me fais attaquer à ce moment-là, par l'angoisse, je vais faire quoi? Je vais partir et ils vont dire que je suis encore plus chelou alors que je suis déjà chelou. Et en fait c'est pareil pour la scène, j'ai transposé cette angoisse sur la scène. Je me dis mais maintenant si j'ai une angoisse sur la scène et qu'à un moment donné j'ai plus envie de faire rire les gens et que... Mais t'imagines les nombres de gens que je vais décevoir, les équipes techniques, les trucs, et en fait tout ça te crée une boule de pression et de stress. Et j'ai dû apprendre à le faire plein de fois et me dire finalement tout se passe bien en fait. Et j'ai appris que la peur n'évitait pas le danger, donc le trac n'évite pas le danger, que j'ai déjà eu des angoisses sur scène et je les ai réussi à les gérer, que j'en ai encore des fois. J'ai des paniques, des peurs paniques sur scène et j'apprends à vivre avec et je me dis oui, c'est déjà arrivé. Bon voilà.
Ça m'est arrivé une fois là sur scène il y a 2 ans où j'ai été dans un état de stress général. C'était un peu dur. J'avais une vie privée compliquée, puis j'avais pas mal de choses. Et j'ai eu un moment donné où j'ai appelé Navo sur scène parce que j'ai dit là je n'y arriverai pas. Donc il faut que je sorte, il faut que j'arrive à respirer. J'étais dans un état de stress très très intense. Mon corps, tout mon système était dans un état de stress. Et j'ai dit aux gens je suis désolé, j'y arrive pas. Et ils m'ont dit mais c'est pas grave Yann. Vas-y, t'inquiète. C'est vraiment pas grave. Prends du temps, prends ton temps. Et en fait, il y avait une telle empathie avec les gens, ça m'a beaucoup touché parce que c'était mon pire cauchemar. C'était vraiment le pire cauchemar de ma carrière de me dire, si un jour ça se réalise, le fait que je ne peux plus jouer devant les gens, parce que, tu sais, t'as un stress général, t'es complètement bloqué. Je me rappelle, après je suis allé aux urgences parce que les gens pensaient que je faisais un AVC, tu vois. Et c'était fou. Et les pompiers, je faisais des vannes avec eux et en même temps, j'étais dans un état de stress totalement. J'étais dans une sorte de... C'était très chelou comme moment. Et je me suis excusé platement aux gens. Il y avait Verino qui était dans la salle ce soir-là. Et en fait, il est monté sur scène et il a fait son spectacle. Et je trouve ça cool, tu vois. Il y a un truc qui est, voilà, j'avais une bonne étoile et voilà, sur la constellation du Verino, j'avais une bonne étoile. Et donc, du coup, les gens ont eu un spectacle quand même, tu vois. On les a pas laissés tomber, on les a remboursés. Mais il y a des gens qui sont revenus me voir 3 mois après, 4 mois après. Ça m'est arrivé. Et ben, c'était pas si grave que ça. Même si moi, j'étais dépité. Donc, le pire n'était pas si grave que ça. Donc, c'est un truc dont on parle peu, mais c'est un truc qui existe. Je connais quelques grandes stars de l'humour et ils sont pas sereins. Après, attention, on va pas bosser à la mine, hein, tout ça, mais c'est moi, le fait de décevoir des gens, c'est ça le pire pour moi. Donc, tu vois, c'est pour bien comprendre le tenant et les aboutissants. Voilà, je suis pas à plaindre, hein, mais j'ai au fond de moi une peur de décevoir, pas être à la hauteur. Ouais, j'ai ça aussi, et ça s'amplifie quand il y a des gens dans la salle que je connais, par exemple, parce que j'ai vraiment peur de décevoir ces personnes-là encore en plus. Souvent, ma copine maintenant ne vient plus me voir quand c'est quelque chose que je teste, quelque chose de nouveau, parce qu'elle sait que je suis trop stressé et que ça va rajouter du stress de ne pas vouloir la décevoir, et donc elle viendra la fois d'après. Souvent, j'ai encore plus peur de décevoir les gens pour qui j'ai beaucoup de respect comme ça, tu vois. Ouais, bah bravo, c'est bien, c'est que t'es exigeant, tu vas être exigeant, tu vas vouloir faire les choses bien. Il faut tourner cette peur en avantage, et moi cette peur, elle me tourne en tout verrouiller, tout travailler, en amont pour justement... Si je perds 100% de mes capacités, je suis encore à 100%. Enfin, si je perds 50% de mes capacités, sinon c'est pas logique. Si je perds 100% sur 200, je reste à 100%. Sinon, mathématiquement, c'est complètement faux ce que je viens de raconter. Et Navo va m'en vouloir. Une fois que tu as fait le sketch là à la soirée première fois, tu retravailles pendant 1 mois. Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu t'enregistres à chaque passage? Est-ce que tu te réécoutes après? Comment est-ce que tu travailles vraiment ce petit peaufinage après chaque scène? Oui, j'enregistre tous mes passages au magnétophone et du coup, quand une vanne marche et après qu'elle marche plus, j'essaie de réécouter quand elle marchait. Et à chaque fois, je mets une note dans le titre. Je mets bon passage, mauvais passage, plutôt cool. Nouvelle vanne, tu vois, je mets genre par exemple le sketch sur l'endorphine, je mets nouvelle vanne sur le vélo, tu vois, comme ça je sais qu'elle est là la vanne vélo. Et après quand je suis tout seul chez moi, des fois je fais il y avait cette vanne, il y avait cette vanne, il y avait cette vanne que j'oublie, et des fois quand tu joues 4-5 fois par soir, ce qui est génial c'est que tu peux vraiment bien verrouiller un texte en une soirée déjà. T'ajoutes un truc à 19h, et ben à 23h il est toujours là quoi, et le lendemain il sera encore là, ce qui fait que t'as des bonnes versions qui se font de plus en plus vite. J'ai fait un texte pour Derrière un micro à Montréal. C'était un sketch que j'ai fait sur l'addiction. Ce sketch-là, j'étais allé au Paname pendant plus de 2 mois, tous les soirs. Même le lundi à 15h, j'y allais. À 17h, je jouais devant 3 personnes. Mais je faisais ce texte, je l'ai fait pendant 2 mois non-stop pour être vraiment prêt. Donc le texte que tu vois, c'est 2 mois de travail non-stop. Mais non-stop. Il y a pas, j'ai pas pris un moment donné où je dis c'est bon, il est bien. Non, juste que je suis allé à Montréal, je l'ai testé devant des Québécois, j'ai testé pour voir s'il était bien, pour voir si chaque mot était compréhensible, pour ne perdre aucun rien. Bah après c'est de la folie, hein. Mais après c'est une quête, hein. C'est une vraie quête. Je dis c'est pas une question d'être capable, c'est pas une question d'être talentueux, c'est une question de se dire ok maintenant je vais consacrer beaucoup de temps à ça. C'est réussi parce que quand tu le joues, on ne voit pas du tout le travail, on se dit mais c'est tellement simple quand il le fait, et donc c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que toi tu as une tonne de travail, mais que nous on se dit bah c'est facile, il a l'air de faire ça comme si il nous racontait une blague quoi, au bar quoi, tu vois c'est... Et ce qui est fou, c'est que pendant que je le fais, je me rappelle très bien, je fais mais tu devrais faire une italienne, c'est réviser ton texte avant de monter sur scène. Mais en fait, je l'ai tellement ancré dans mon corps que si je commence à conscientiser les trucs, c'est comme conduire. T'es sur l'autoroute et tu dis je suis en train de conduire là, tu vois, mais faut juste conduire, tu vois ce que je veux dire, faut être un peu en une sorte d'hypnose, de transe, voilà, il est là mon texte, je vais pas y réfléchir. Si j'y réfléchis, je vais commencer à enrayer le process que j'ai entamé d'avoir vraiment la danse quoi, dans le corps. Mais du coup, toute cette phase où tu retravailles, ça doit être vraiment quelque chose d'assez dur pour l'ego,
Parce que tu dois avoir des passages complètement ratés. Oui, mais ça fait partie du taf. Au début, c'est dur. Mais après, à un moment donné, quand t'arrives dans un endroit et qu'il y a des jeunes humoristes, ils veulent te voir tout péter et tout, et tu pètes pas tout, et les gens ils sont là genre oh, elle est pas drôle et tout. Mais si tu vis pour être drôle pour les autres humoristes, je pense que tu passes à côté d'un travail qui est essentiel du moment où tu dois être drôle pour les gens qui viennent te voir, quoi. Puis j'ai de la chance d'avoir une exposition médiatique, donc j'ai des gens qui viennent me voir, j'ai beaucoup de chance et je vais respecter cette chance et être à la hauteur. Comme je te dis, je veux pas décevoir les gens. Donc décevoir 3 personnes qui n'ont pas payé, qu'elles t'étaient pas annoncées, qui étaient juste là pour regarder, découvrir un peu d'humour, et décevoir des gens comme ça, c'est moins grave, tu vois. C'est pas, tu vois, tu t'enlèves une pression, et puis décevoir des gens qui veulent te voir tomber, bah, c'est pas très grave non plus quand tu vois, il y a des gens qui sont pas très bienveillants, qui disent ah il a fait un bide, bah super. Mais je m'en fous parce que c'est le lot de chacun. Si t'es honnête et que t'es humoriste, tout le monde fait des bides, quoi. Et j'ai vu des grosses stars de l'humour faire des bides, et c'est pas grave, quoi. Je n'ai que de l'empathie pour les gens qui font des bides, c'est pas grave. C'est grave d'avoir essayé de faire rire les gens. Tu vas pas en vouloir à quelqu'un qui a essayé de te faire rire. C'est kiffant de se dire bon bah j'ai fait un bide hier, maintenant ça a marché, voilà, c'est kiffant. Ouais, moi j'arrive pas encore à vivre bien les bides, mais c'est parce que mes scènes sont trop éloignées. Donc j'ai le temps de remettre ma vie en question pendant une semaine avant qu'il y ait une autre scène, tu vois. Et donc c'est pour le moment j'ai encore du mal avec ça quand ça se passe pas bien. Pendant une semaine je me prends la tête, puis je refais une scène et ça se passe bien. Mais j'ai eu une semaine où je me suis pris la tête mais c'était nul, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le vrai truc. T'es à Bruxelles? J'habite pas à Bruxelles, mais la majorité des scènes c'est Bruxelles, ouais. Mais tu habites à côté de Bruxelles? J'habite à une heure en voiture. Ouais, donc c'est quand même une démarche pour aller jouer, quoi. C'est un truc, c'est pas genre bon allez ce soir j'y vais, je mets un slip et j'y vais, quoi. Tu vois, c'est bon bah mercredi j'y vais, tu vois. C'est plus alors que tous les soirs à Paris, et j'ai encore une fois dans ma position, les gens m'accueillent très facilement dans n'importe quelle scène, donc c'est vraiment cool. Donc j'en profite énormément pour travailler, énormément. Après c'est 8 mois de test, avec Navo vous vous isolez une semaine. Faut être ailleurs, faut pas avoir de rendez-vous genre ok on travaille et après tu vois on essaie de fusionner pour être dispo parce qu'on joue aux jeux vidéo en fait toute la semaine, mine de rien. Enfin on bosse pas vraiment, c'est juste à un moment donné je dis ah j'ai envie là, il fait ah j'ai pas envie, ok d'accord, bon tu continues, tu joues. Généralement je finis Mario 3 sur Nintendo et après des fois à un moment donné ça pop et il est 18h, on dit viens on se fait un petit filage, allez c'est parti. C'est ça qui est hyper intéressant dans le process d'écriture, c'est que je travaille avec des jeunes auteurs des fois et on arrive et les gars des fois ils sont là genre ok on écrit c'est parti. Je fais d'abord, on va regarder des trucs ensemble sur Internet, on va rigoler, on va écouter de la musique, on va faire ça, parce qu'on va essayer de fusionner en fait, de se rapprocher artistiquement, et ensuite de se dire ok cool, maintenant on a tapé des barres, on a rigolé, voilà tiens vas-y on bosse. Et en fait là je travaille sur un projet musical et je travaille avec un réalisateur pour faire les clips et on va essayer de faire une sorte de mini-film. On prépare un concept pour illustrer le projet musical que j'ai créé. Et il est venu à la maison, puis on a discuté. Il est venu pendant 8 heures, on a eu le temps de manger, de discuter, de faire un tour, d'aller marcher, de revenir. Puis on a travaillé vraiment pendant 1 heure effective. Mais on a bossé beaucoup plus fort plutôt que de se dire allez viens à 15h, hop, on bosse de 15h à 19h. Non, j'aime y aller quand on est dispo, tu vois. Quand mon cerveau est dispo. C'est plus ça, j'ai appris à m'écouter sans culpabiliser. Des fois on peut se voir avec Navo pendant 3 jours et ne pas travailler, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas le moment. Mais donc il faut avoir la confiance de se dire c'est pas le moment, mais quand ce sera le moment, je vais arriver à le faire. T'as pas cette pression de te dire j'ai 3 jours, je vais profiter des 3 fois 24 heures que j'ai pour écrire. Faut l'avoir fait, avoir fait un truc qui marche derrière, qui se dit putain en fait ça a marché. Donc tu dis bon bah la méthode elle est fiable. Et vivre sans pression. Et mine de rien, ça fait longtemps qu'on vit sans pression avec Navo et qu'on est cool avec ça. Quand vous retravaillez le sketch, vous vous occupez de tout ce qui est la structure du sketch, vous essayez de ressortir un thème qui est celui des pulsions dans ce spectacle-là. Puis après, vous retravaillez tout ce qui est running gag. Donc vous essayez de replacer des blagues qui ont déjà été faites à d'autres moments pour qu'on se dise ah mais ils l'ont déjà fait au début. Mais comment vous travaillez ça concrètement pour arriver à placer des running gags comme ça? Le plus important pour les running gags, c'est de partir en tournée pendant 30 ou 40 dates de rodage. C'est très privilégié hein, comme manière de travailler parce que j'ai une production qui s'occupe de ça, qui m'envoie dans toute la France pendant 30-40 dates. Avec Bruno, on est là, on parcourt un peu la France, la Belgique, la Suisse et Montréal. Et on travaille le texte. On le rend compréhensible pour toutes les francophonies. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on a dit CM2. Bah, tu vois, si j'arrive... en Belgique et que je joue, je vais pas dire CM2. Je vais dire, ça faisait quelques années que j'étais à l'école, tu vois, où j'étais à l'école.
Et ça suffit. Je vais pas dire j'étais en CM2. Je préfère dire ça plutôt que croire une micro-adaptation. Il y a tout ce travail donc d'adaptation à faire. Je sais que quand je vais en Suisse, je sais quand je vais à Montréal, il y a des mots qui n'ont pas vraiment la même signification. Donc je vais dire ah ok, il faut faire attention. Ou si je le dis, j'ai le petit mot derrière pour adapter au Québec derrière. Mais le but, c'est de ne rien adapter. C'est de jouer le texte tel quel. Je sais exactement, par exemple, quand j'ai un nom de magasin, je sais exactement quel est le nom de magasin à Montréal qu'il faut utiliser pour... tu dis la Fnac en France, tu dis Archambault au Québec. Les gens, ils comprennent. Tu dis ça me coûtait 2 000 €, tu dis ça coûtait 3 000 $. Tu vois, tu sais exactement ce que ça... Tu vois, il faut connaître ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que ça va éviter toutes les fioritures aux gens de... Ah, attends. Ah, ok. Ils sont dans le propos. Tu rends le texte hyper accessible, t'enlèves tous les mots compliqués, toutes les références compliquées. Moi, je déteste quand il y a des références qu'il faut avoir, genre, je sais pas, tu commences à parler d'un fait divers ou d'une personne politique qui a eu les 3 derniers mois à Paris. En plus, c'est des choses qui sont très éphémères. Après, t'arrives à Montréal, tu dis ça, les gens, ils sont genre, je comprends pas. Donc, c'est pas intéressant, quoi, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de rendre adaptable. Et je dis toujours, Diane, faut qu'on mette un maximum de verbes simples, genre être, avoir, sentir, ressentir, dormir, grandir, enfance, tu vois. Que des termes aussi que tout le monde comprend. Pleurer, être triste, être heureux, rencontrer. Tu vois, que des boire de l'alcool, tout le monde connaît ça. Tu vois, c'est des choses qui sont jamais complexifier un propos par rapport à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est le but de mes spectacles. Et après, à force de jouer, on se dit ah putain c'est marrant, là c'est dans un bus, là c'est dans un bateau la scène. Bah autant remettre la scène dans un bus du coup. Ok, bah on remet dans un bus. Ah c'est marrant là quand t'es là, que tu dis ça à un moment donné, tu dis ça à ton père, ça serait bien que ton père à un moment donné il le redise ici à ce moment-là. Tu dis ah d'accord, ouais, ça peut être intéressant. Et en jouant, c'est-à-dire là le spectacle est déjà dans le corps. Je l'ai vraiment dans le corps déjà parce que j'ai déjà travaillé pendant 1 an dans les scènes ouvertes. Et là j'arrive et c'est plus que de la construction, on met le sel. On a fait un mur, on a fait une première couche, deuxième couche, sous-couche, et là on peint et là après on fait les petites finitions et là c'est là que ça devient le fil d'or du spectacle, quoi. Donc l'erreur ce serait d'essayer de faire des running gags dès le départ en fait. Non, il y a pas d'erreur, mais c'est juste que c'est plus simple de le faire comme ça. Il n'y a pas vraiment de méthode, c'est une méthode qui nous fonctionne. Je suis pas sûr que Florence Foresti, quand elle écrit ce spectacle, elle fasse cette méthode, et je suis pas sûr qu'elle a un moins bon spectacle que le mien, au contraire. Donc, tu vois, donc il n'y a pas de méthode. Mais quand tu l'as dit, donc avec ton spectacle, t'es tourné en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Est-ce que toi, tu vois une différence au niveau des publics ou pas spécialement ? Non, j'ai déjà eu des publics. En fait, il y a 2 différences. Il y a vraiment une différence, c'est quand les gens viennent te voir et les gens viennent parce que le théâtre, ils ont payé un abonnement. Donc, ils savent pas ce qu'ils vont voir. Donc, il y a un taux d'adaptation à un moment donné à avoir. Donc, c'est-à-dire que tu arrives et tu joues devant des gens qui te connaissent, qui connaissent un peu qui t'es, donc c'est cool, c'est tout de suite très fluide et tout. Bah, il y a des gens, ils ont besoin d'apprendre à te connaître d'abord. Donc, tu dois arriver avec une énergie de simple, pas arriver, comme je dis, on parlait de dynamique, pas arriver avec une énergie trop puissante au début, d'arriver à une énergie progressive. Ça marche bien, ça. De pas arriver tout de suite à blinde, genre salut, ça va, bon, là. Les gens ils se disent, oh, on le connaît pas, mais il crie fort, lui, tu vois. Puis il y a beaucoup de personnes âgées dans les abonnés, généralement dans les théâtres. C'est beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens qui, tu vois, donc c'est des gens qui n'ont pas. C'est pour ça qu'il faut utiliser des références communes, des verbes communs, des phrases communes, des situations communes. Et dès qu'on est un peu trop dans la private joke parisienne, hop, ça saute. Parce que ça marche pas. Ou alors c'est réadapté pour comprendre. Mais j'ai pas du tout de mal à le faire parce que, enfin, moi je suis un gars de Reims, tu vois, je suis pas du tout en mode ouais, Paris c'est génial, Paris, nous, à Paris, tu vois, je suis pas là-dedans, moi. Donc je m'en fous en fait, c'est pas. J'essaie d'être compris par un maximum de gens et c'est quand j'ai des gens qui me disent putain c'est cool et que c'est des gens qui sont plutôt dans une période de retraite, je me dis ah ça vraiment j'ai bien fait mon taf. Bah, la preuve c'est que je suis pas du tout de Paris et tout ce dont tu parles dans ton spectacle, je comprends, ça résonne, je me sens concerné par tout ce que tu racontes, c'est très humain dans tout ce qu'on est, ce qu'on ressent, dans les pulsions qu'on a tous. On peut s'identifier à toi du début à la fin. Et ben d'ailleurs, je ne l'ai pas encore précisé, mais le spectacle, il est disponible complet sur YouTube. Il y a encore des gens qui ne l'ont pas encore vu. Allez voir. Le spectacle qui s'appelle donc Pulsion. Allez voir. Mais est-ce que toi, tu as une partie préférée dans ce spectacle ? Le sketch de la vengeance avec les gens que j'envoie dans un trou, ça a été très pénible pendant 1 an et demi. Introuvable. J'ai jamais trouvé la manière de dire le sketch. Et il y a ma prof de théâtre qui était venue me voir et m'a dit vous pouvez le faire avec du sourire, hein, ça marchera. Hein. Je fais ah ouais. Je l'ai fait avec du sourire et là j'ai commencé à m'amuser. Et là c'était au début, dès que j'arrivais, c'est à 45 minutes du spectacle et j'étais là genre oh la flemme ce sketch, la flemme de ouf. J'ai pas envie de le jouer, je vais me mettre en colère, j'aime pas ça. Et en fait après je l'ai fait avec le sourire et je m'amusais et c'était un de mes moments préférés du spectacle.
Et ça passait 2 fois plus vite. Le temps passait 2 à 3 fois plus vite et c'était très fort. Ce que j'adore dans le spectacle, c'est qu'il y a vraiment cet équilibre entre des moments légers et des sujets plus difficiles. Du coup, moi, les 2 moments que je préfère, c'est le moment où tu vas sur la tombe de ton père, que je trouve qui est un moment émouvant, super drôle, et qui parle de vraies choses. Tu parles quand même de deuil, de mort et de tout ça. Donc c'est quand même un sujet assez touchy. Et à côté, t'as la blague du cycliste qui est une petite blague légère comme ça dans le sketch qui m'éclate. Elle me surprend tellement. Je vais aller voir le spectacle. Je vais pas spoiler la vanne et en plus la faire moins bien, donc ça n'a aucun intérêt. Mais j'aime bien qu'il y ait ça, ce truc il y a des vannes qui sont sur un sujet très dur et après t'as petit truc léger, juste une petite connerie pour te faire rire. Et j'aime bien ce truc parce que tu ris, t'as de l'émotion, il y a des moments de tendresse, il y a des moments de jeu, il y a des moments de vannes très clairs, il y a des trucs d'observation. Ouais, le spectacle est vraiment complet, je trouve. Voilà, je réitère ce que je dis sur le spectacle, allez le voir. Bah merci. Bah oui, je continue avec mes compliments, hein, tu sais bien. Ouais, ça me fait plaisir, moi je kiffe, hein, je passe un bon moment. Hein. C'est le but. Je pourrais te parler de ce spectacle encore longtemps, mais je pense que tu vas faire un making-of, il me semble. Ouais, alors il est prêt, c'est juste que techniquement je dois le mettre sur mon site, sur le site unebonneboutique.com pour qu'il soit dispo. Je vais en mettre 15 minutes gratuites sur YouTube aussi pour que les gens puissent voir à peu près ce que c'est s'ils veulent l'acheter. Mais en fait, j'ai fait un pack complet où tu as le spectacle, tu as une jaquette pour te faire ton propre DVD ou ton Blu-ray. Il y a le making-of de 1h30, même 2 heures, qui est complètement avec des images d'archives dans tous les sens. J'ai créé un pack aussi avec toutes les séances d'écriture avec Navo. Genre, je posais ma caméra et t'as vraiment 1 heure de nous en train de discuter. Et tu nous vois écrire, en fait. Tu nous vois galérer, tu nous vois avoir les idées que t'as dans le spectacle. Le moment où on a les idées. Donc c'était intéressant. C'est un package faut que je le lance. Vraiment, c'est juste, j'ai eu pas mal de trucs à faire à chaque fois, mais c'est quasiment prêt. On a fait ça avec Nicolas Béguet et il a fait un super taf. Et faut que je le mette en ligne, quoi. C'est bête, hein, mais faut que je le mette en ligne. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. Franchement, quand tu en parles comme ça, tout m'intéresse dans ce que tu viens de dire. Donc, ouais, c'est assez intéressant. C'était un gros geek de l'écriture comique. Alors là, tu vas être servi. Et je vais adorer. C'est exactement ça. Mais en parallèle à ce spectacle-là, donc en 2015, tu crées avec Navo, Florent Bernard, Clément Contentin, Orelsan, Gringe. Tu crées la série Bloqué. Comment c'est né ce projet? Comment c'est né toute cette aventure? Et comment tu as trouvé le temps de faire ça aussi? En fait, c'est très simple, comme tous les projets, il y a des trucs qui sont incontournables. Aurel m'appelle, on s'appelle genre 2 ans avant, on discute. Ouais, ça va, tu fais quoi? Ouais, je prépare un film. Ah putain, j'en mets. Il me parle des trucs. Il dit, j'aimerais bien faire un programme court. On m'a proposé de faire des programmes courts. Donc là, on fait un pilote, mais c'est pas ouf. Et je fais, ah ouais, bon, bah cool. Ça tombe dans mon oreille comme ça. Puis on fait les 30 ans de Canal et on fait un bref aléatoire où l'épisode se crée de manière aléatoire et de manière unique. Chaque épisode est unique. Il y a Aurel et Gringe qui viennent, ils se mettent sur le canapé puis ils font des conneries. Je dis, ah, tu vois, tu voulais un programme court? Bah ça, c'est un programme court. Il m'a dit, ah ouais. Donc on appelle Canal, on dit, ouais, on a peut-être un truc avec Aurel et Gringe. Il dit, ok, on fait un pilote. 4-5 épisodes, on rigole bien. On rigole bien en écriture, on rigole bien. Puis après, Canal dit, bah, ok, cool, on part sur 120 épisodes. Je fais, waouh! Ok. Donc on a convoqué un peu tous les auteurs qu'on connaissait à l'époque. Et puis on s'est retrouvés à 6 dans un bureau à dire des conneries. C'était très kiffant. Et ça ressemblait à quoi une session d'écriture pour Bloquer? Prenez nos carnets, on les vidait, quoi. On disait, ouais, j'ai ça, les gars. Ah ouais, ça peut être ça. 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 Très rapidement, Navo est devenu chef-auteur pour tout gérer, le joyeux bordel il gérait 5 gars qui étaient des fois là, des fois pas là, des fois absents, des fois en sommeil, des fois en sieste. Enfin, c'était un joyeux bordel quand même. Est-ce que tu as été surpris par la capacité d'Orelsan et de Gringe à écrire des vannes et vraiment des blagues ou pas spécialement? Tu savais qu'ils avaient ça en eux parce que de base, c'est pas ce qu'ils font au départ. C'est des musiciens, des interprètes. Ah non. Tu parlais d'inspiration pour Bref. Orelsan est une inspiration de ouf pour Bref. Sa manière d'écrire quand il fait son album Perdu d'avance, c'est clairement une influence de Bref. Le fait de les livrer, de parler de la dépression, de parler de plein de choses, de parler comme ça, du chemin du... Je savais pas que le quotidien d'un mec qui a grandi à Caen était le même que mon quotidien quand j'ai grandi à Reims et qui était le même quotidien de beaucoup de gens. Tu vois, je trouvais ça intéressant. Et donc je me dis, ah putain, c'est cool. Donc ce mec-là m'a beaucoup influencé. Donc non, j'ai aucun problème à dire que ce mec va faire des vannes. Et c'est sa créativité qui est hyper intéressante. Puis très dispo, les deux, très dispo sur le plateau, très cool dans le sens où pas de prise de tête, pas de doute. Viens, on fait la blague, puis au pire on la coupe au montage si on n'y croit plus, mais au moins on l'a fait, quoi.
J'ai regardé le making of qui est assez sympa à voir comment vous travaillez. On les voit en train de travailler et vraiment être attentif et perfectionniste sur comment faire ça au mieux. En fait, c'est vraiment des bons acteurs. Je trouvais ça vachement sympa. Donc pour les fans de Bloqué, allez voir le making of, c'est assez chouette à regarder franchement. Et après, il y a un personnage en plus dans Bloqué qui ressort, c'est le personnage de Serge le Mito, qui est juste incroyable parce que moi je savais pas au départ, mais il vient dans Bloqué et en fait tu lui dis fais ce que tu veux. Oui, Jonathan, ouais, il vient. En fait, on a cette idée en bureau d'auteur de dire. Enfin, moi, quand j'ai grandi à Reims, on était souvent sous des canapes avec des potes, passer notre vie à glander, à jouer aux jeux vidéo et à faire n'importe quoi. On rigolait, on discutait. Et j'avais toujours ce gars où quand je traînais sur des bancs dans mon quartier et tout, il y avait toujours un gars que c'était vraiment un mytho, quoi. Il te racontait des trucs. Ouais, j'ai croisé la Dame Blanche avec machin. Machin, il l'a insulté. La Dame Blanche, elle lui a eu une patate. Il s'est retrouvé dans les poubelles d'un quartier en 2 secondes. Genre, tu sais, c'est un uppercut de Astérix, quoi, qu'elle lui a mis. Donc, tu vois, j'ai grandi avec des gens qui nous faisaient des vannes comme ça, qui nous racontaient des histoires. Un jour, j'avais un pote qui me disait, ouais, tu vois le site sex.com? Bah, c'est à moi. Je fais, ouais, c'est à toi. Et en fait, c'était des gars qui étaient complètement mytho-compulsifs. Bloqué, c'est vraiment un hymne à tous nos moments d'ennui entre amis. C'est vraiment ça. C'est ces moments où, tu sais, où on est entre potes et on partage des idées et des trucs et on rigole et t'imagines si, machin et tout est possible. Et donc, il y a ce personnage de mytho, il était complètement réaliste, quoi, d'avoir ce gars qui passe, qui vous raconte des conneries, qui repart. Et on sait pas trop qui c'est, il est là, il fait sa life. Qui mieux que Jonathan Cohen pour raconter des histoires? Parce que le gars, j'ai dormi pendant 2 mois chez lui, il m'a hébergé chez lui pendant 2 mois et des fois on le lançait sur des mythos avec Jérémy Galland qui joue d'ailleurs dans Serge la série, dans la voiture, et il faisait des mythos. Et genre, ouais, mon père il m'a donné 1 milliard hier. Ah ouais? Ouais, j'ai acheté un bateau et tout. Mais 1 milliard c'est beaucoup. Bon, ouais, enfin pour mon père c'est pas beaucoup parce que mon père il connaît très bien Steve Jobs et on a commencé à taper des barres. Et voilà. Puis après, quand il est arrivé sur le plateau, on lui dit bah tu sais Jojo, tu te rappelles les mythos là, on va faire des mythos mais avec Bloqué. Donc il est arrivé, on a mangé ensemble. Je dis bah tu sais t'as qu'à dire qu'il y a un iPhone. En fait, on a tout créé en mangeant. On a dit ouais. Il me dit comment je m'appelle, je sais pas, un truc Serge. Ouais, c'est bien Serge, c'est bien. Tu vois, ça fait pas c'est pas un nom de star Serge. Tu vois, c'est pas un nom de mec qui traîne avec Kanye West. Tu vois, tu peux pas dire il y a Kanye West et Serge. Tu vois. Oui. Tu peux pas dire, mon pote c'est Jay-Z, je m'appelle Serge. Tu vois, il fallait un truc un peu détonnant, tu vois, un truc dans ça crée une rupture entre les deux, clair et net, quoi. Oui. Ouais. Et il y avait un t-shirt qui traînait, donc on lui a donné ce t-shirt. Et puis c'était vraiment très simple. Il a créé le truc, il a mis ses cheveux dans son front comme ça. Et puis après, il est parti pendant 45 minutes. Il a improvisé. Et on lui avait juste dit, on avait trouvé ça à table, quoi, tout simplement. Genre, ce serait marrant que tu dises que tu connais Steve Jobs, que l'iPhone Serge. On a mis ça. En fait, on lui met des points clés. On lui donne 2 points de tricot et après il te fait un pull. Mais à part Jonathan Cohen, qui peut faire ça? Il y a que lui en fait. J'ai l'impression que c'est impressionnant. Ah, ce talent de narrateur, c'est un mec qui raconte beaucoup d'histoires aussi, Jonathan. Il a beaucoup d'histoires. Un jour, il était venu voir mon spectacle. On était après mon spectacle, il y avait un sushi à côté, donc on mangeait comme ça, tranquille. Et il commence à raconter une histoire qu'il a vécue, vraiment. Et vraiment, on était là à table, on tapait des barres, et je me retourne et je ne sais pas tout le restaurant qui est en train de l'écouter. Donc tu vois, il y a des histoires comme ça où le gars, il s'est capté, il a cette attention. Justement, il a cette envie de te faire rire en permanence, quoi, de te dire la connerie qui va te faire craquer. Et du coup, quand vous créez la série Serge le Mytho à partir de ce personnage, et vous décidez de faire un truc basé essentiellement sur l'improvisation et avec cette capacité qu'il a à vouloir faire rire d'office son interlocuteur, mais quasiment que en impro avec juste des petites balises. Mais en fin de journée, il devait être épuisé, Jonathan Cohen. Ouais, c'était très, très éprouvant. On faisait quasiment 4 mythos par jour, parce qu'on doit tout répartir par décor. On essaie de faire 2 épisodes par décor, une fois qu'on est dans le décor, tu vois. On a conceptualisé Serge en disant, le mytho devient drôle que par la personne qui l'écoute. Donc quand c'est les casseurs-flotteurs, on sent que c'est bienveillant, ils l'écoutent et ils sont contents d'entendre un mec qui raconte des mythos. Quand c'est Ingrid, on se dit il veut lui plaire, mais elle a conscience. Quand c'est la femme qui aime, quand c'est la personne à la maison de retraite, on sent qu'il veut divertir une personne qui est en maison de retraite qui se fait un peu chier. Quand c'est son pote totalement naïf, on se dit ouais, il s'amuse là. Quand c'est un gamin de 8 ans, on se dit ok là il s'amuse, tu vois, c'est à donf. Quand c'est des mecs qui l'invitent parce qu'ils veulent foutre de sa gueule, du coup ça devient moins drôle. Et tu dis ah ouais en fait ça dépend beaucoup de la personne qui l'écoute. Il y a un épisode qui est très intéressant, c'est l'épisode avec une prostituée où il raconte l'histoire avec Maria Carré. Non, c'est pas Maria Carré, mais c'est drôle, mais c'est
tellement grotesque avec Maria Carré. Et la malédiction des 1500 meufs, je crois, c'est ça. T'arrives, on est tapas. J'arrive. Ah, c'est ça. Eh ben ça, il est 14h, on a mangé comme des ogres, on est quasiment en train de dormir, et là, c'est Jonathan en digestion, dans un état de transe, il ne sait même pas ce qu'il raconte, c'est totalement improvisé, c'est même pas un truc que nous, c'est lui seul face à sa folie, il voyage dans ses idées comme ça, et il est complètement en demi-teinte, il est pas du tout en train de chercher à faire rire, et il est dans un truc complètement fou. Donc ça s'appelle Serge et la malédiction des 1500 meufs, attends, c'est ça? J'arrive, je vois un gars avec des rastas. Il fait hey, mon frère, comment ça va? Je fais ouais, ça va. Et toi, les tapas, ça va? T'en veux un dans la gueule? Il fait pourquoi t'es méchant comme ça? Je fais vas-y, pète avec ta bouche pour voir. Aucun sens. Ça n'a pète avec ta bouche pour voir. Il fait un bruit de paix. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est juste un narrateur qui est drôle, qui part en transe et qui dit ça. Donc on a capté des moments comme ça. Des fois, on avait des moments plus techniques, des moments, des histoires qu'on avait un peu conceptualisées avec Bruno dans un bureau d'auteur. Mais sinon. Ouais, on s'est dit, bah tiens, il revoit son amour d'enfance, il la recroise plusieurs fois et à la fin, il se passe ça. Il recroise son pote naïf plusieurs fois, il croise son pote qui est sceptique mais qui est drôle. Tu vois, son pote dans la voiture, Jérémy Galland. Mais il y a deux performances de dingue, c'est à la fois donc Jonathan Cohen qui a cette capacité à improviser, mais aussi l'acteur qui doit réagir à ce qu'il dit, arriver à ne pas rire quand c'est impressionnant. Oh oui, oh oui. Impossible de ne pas rire. Moi, je crois que c'est le truc le plus dur ça aurait été de ne pas tomber en fou rire à chaque scène, en fait. Bah, c'est beaucoup de fou rire, hein. C'est un programme à fou rire, hein. C'est pas du tout un programme à pas fou rire. Et vous aviez combien de temps de rush sur un épisode? Parce que les épisodes, ils durent genre... c'est maximum 8 minutes. Ouais, 8-10 minutes. En fait, il y a autant d'épisodes possibles à faire. C'est-à-dire que si on sortait les rushs de Serge, là, on les mettait en ligne, il y a tellement de richesse que chacun pourrait faire son propre montage. Mais c'est rempli de choix, hein. C'est ça, c'est très frustrant, hein, d'ailleurs. C'est très frustrant, mais on est obligé de maintenir un équilibre. Mais le montage dans Serge, c'est une écriture. D'ailleurs, c'est Navo qui, à la fin, s'occupait du montage, parce qu'il réécrivait l'épisode, il regardait, il faisait une première version. C'est Navo qui montait les épisodes de Serge. En tout cas, bravo. Et pour tous les fans de Serge, il y a encore une fois un making-of. Merci d'ailleurs de faire tous les making-of. C'est vraiment chouette d'avoir une vision extérieure de tout ça. Mais dans tout ce que tu fais, hein, généralement, on a ce making-of, c'est les coulisses. Et j'aime beaucoup ça. C'est gratos et c'est sur YouTube, donc allez voir. Voilà. Et une fois que tu as fini de tourner avec Pulsion, j'ai entendu qu'à la dernière, tu t'es dit « Je ne ferai jamais aussi bien avec un nouveau spectacle ». Comment tu as réussi à dépasser ça et à écrire une bonne soirée que j'ai pas encore eu l'occasion de voir? J'ai ma place pour le Cirque Royal, mais ça a été reporté. J'attends. C'est le pire truc qui m'est arrivé pendant le Covid, c'est ça. Moi, c'est de ne pas pouvoir voir ton spectacle. Ah bah ça va alors. Je suis vraiment très privilégié. Non, c'est quand tu salues à la fin, tu dis ok, le spectacle est très abouti, là je sors de 300 dates, ok maintenant c'est abouti, bah c'est bon, je ferai pas mieux, c'est bon. Et en fait tu te dis bon bah là je termine un projet qui marche. Pourquoi je fais ça? Il y a un peu, tu vois, le fait de se lancer dans un nouveau truc, tu repars à zéro, quoi. Et en fait, non, je suis content parce que j'adore mon nouveau spectacle. Et puis le spectacle marche bien, on a des beaux rires, les gens sont contents. Il y a un vrai enthousiasme après le spectacle. Les gens, ça leur a fait du bien. Je sens qu'ils passent une bonne soirée et un bon matin le lendemain matin. Bon, parce qu'en plus, il y a des blagues pour le lendemain matin. C'est ça qui est drôle. Ah, j'ai tellement hâte. Mais qu'est-ce qui a changé entre Pulsion et une bonne soirée? Je suis détendu, totalement détendu. Là, ça fait maintenant quasiment 8 ans que j'ai repris la scène réellement à fond. Depuis 2012, donc 9 ans, tu vois, là je suis méga détendu sur scène. Il peut rien m'arriver. Même quand il m'arrive des trucs, il peut rien m'arriver. Mais j'ai entendu que dans ce spectacle-ci, contrairement à Pulsion où tu parlais de choses assez dures, assez tristes, dans Une bonne soirée, tu vas parler de choses positives et du fait que tu es bien. Ouais, c'est pas ça, c'est que je parle moins de... Tu sais, à un moment donné, quand tu parles de ton père, du deuil tous les soirs, il y a une sorte de deuil que tu refais un peu tous les soirs quand même. C'est du mal à se détacher quand même du deuil. C'est bien des fois d'avoir un spectacle un peu plus léger, tu vois. Je pense que le prochain sera beaucoup plus deep, beaucoup plus dark, mais celui-là, il est plus cool. Il est vraiment agréable à jouer, il est cool, il est léger. Alors, il est pas moins profond, hein, mais il est quand même très profond sur des trucs. Mais ouais, il est plus agréable à jouer. Il y a quand même une profondeur, hein, il y a pas du tout de... On a toujours gardé quand même un propos, tu vois, on a toujours gardé cette logique de parler de l'enfance, de parler de choses que tout le monde peut comprendre. Et si tu comprends pas, bah tu vas quand même comprendre. Si t'as pas la référence, tu vas quand même comprendre, parce que ça va résonner quelque chose. J'arrive à trouver... Avec Navo, on a trouvé les résonateurs, justement, pour que tout le monde comprenne. C'est vraiment le plus important, c'est d'être compris. D'ailleurs, Chris Rock disait j'ai tellement peur de pas être compris que ma vanne ne marche pas que je donne 3 fois la prémisse. Il dit le pire truc pour un homme avec sa femme, le pire truc pour un homme avec sa femme, c'est que quand sa femme, elle dit ça, tu vois, il martèle pour bien comprendre. Et ben, je pense que plus t'es compris, plus t'as de chance de faire rire derrière. C'est pour ça que des fois, parler trop vite au début et avoir peur et d'aller directement à la fin de la phrase pour faire rire, non, ça marche pas des fois parce que tu boules trop l'exposition de ton propos.
Faut bien être compris. Et donc, avec ce spectacle, tu as joué 140 dates, il me semble, avant de devoir arrêter avec toute la situation de crise sanitaire. Ouais, déjà, putain, 140 dates, c'est énorme. Est-ce que le spectacle, tu penses qu'il aura changé quand tu vas avoir l'occasion de le reprendre ou pas? Non, je pense pas. Je pense que les gens, ils ont besoin d'écouter des histoires. Je pense que, voilà, on va pas leur parler du Covid parce qu'on en a un peu parlé, je crois, quand même. Il n'y a pas un jour où on n'entend pas une news sur le Covid, donc c'est bon, on va pas... Je pense que c'est bien d'avoir d'autres histoires. Quand je regarde un film, j'ai regardé Philadelphia ou j'ai regardé, j'ai regardé Toy Story, je regarde Toy Story, je me dis pas j'espère qu'ils vont parler du Covid, parce que moi c'est ce que j'attends. Non, je regarde Toy Story en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une histoire c'est une histoire. Donc je leur raconte une histoire qui est marrante et qui se passe bien et on rigole bien. Et après je vais raccrocher 2-3 trucs, tu vois. Bien sûr je vais adapter vite fait des clins d'œil, des trucs, mais quand je l'ai fait en Suisse entre deux confinements, là j'ai pu jouer en Suisse à Genève. Bah, j'ai pas parlé du Covid et les gens étaient contents. Les gens, ils étaient contents à la fin, ils étaient heureux. Mais je suis rassuré. Je suis content qu'une bonne soirée ne devienne pas une bonne soirée confinée ou une bonne soirée masquée ou... Ouais, non. Super. Mais c'est devenu une bonne soirée reportée en tout cas. J'ai tellement hâte de le voir ce spectacle. Comme je t'ai dit, j'ai ma place pour le Cirque Royal. Je crois que c'est le 21 décembre maintenant. C'est la dernière date de tournée en 2021. Et j'ai hâte de venir vous voir à BXL. Bruxelles a toujours été très bienveillant aussi, c'est comme Montréal. Bruxelles et Montréal sont deux endroits. C'est Jamel qui m'avait dit si t'as peur, si t'as le trac, va jouer à Liège, va jouer à Bruxelles, tu verras. Là, il va jouer à Lille, les gens vont te donner de la force. Il avait raison. Et toi, les endroits où tu préfères jouer, j'avais entendu, je crois que le Bordel Comedy Club à Montréal, c'est vraiment une référence. Ouais, c'est le meilleur endroit du monde, le meilleur endroit de la Terre. Le Barbès, c'est super aussi. Le Femina de Bordeaux qui est super. Lyon, Saint-Étienne, Tours, c'est des salles assez cool. La salle Poirel à Nancy, le Sébastopol à Lille, tu vois, il y a la Bourse du Travail à Lyon, il y a des endroits, la Compagnie du Café Théâtre à Nantes. Toutes les villes ont des endroits géniaux pour jouer. Je me rappelle de Tours, là, c'était incroyable, c'était fou. J'ai eu 3 standing ovations, dont une pendant le spectacle. C'était incroyable. On a eu un moment fou à vivre. J'ai joué à Brest, j'ai joué en Bretagne sur plusieurs endroits. En fait, les endroits deviennent magiques par rapport à ce que tu donnes. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça aussi. Mais il y a des endroits où le rire frappe beaucoup plus fort. Pour le moment, j'ai pas fait autant de scènes que toi, clairement, mais c'est la scène du Kings of Comedy Club à Bruxelles. J'adore. Je sais pas... J'adore cette salle. Ouais, le King, c'est génial. J'aime tout dans le King. C'est vraiment mon endroit préféré pour jouer, pour aller voir un spectacle. J'adore. Au cas où les gens du King s'écouteraient, bravo pour ce que vous avez fait avec le King. C'est très bien fait. Après, en 2019, tu as créé ta propre boîte de production avec un nom que j'adore, FKLG, donc faire kiffer les gens. Et la petite voix de Julia à la fin qui dit... Tu connais Julien. Vas-y, fais-la. Attends, mets l'extrait. C'est pour faire rigoler des gens. Mais donc avec cette boîte de production, tu produis Cher Journal, Les Fables d'Oda et Daco, Un Bon Moment, 60. Pourquoi cette envie d'être aussi producteur en plus que créateur ? Bah en fait j'ai toujours été producteur. Faut pas que je m'enlève cette casquette parce que j'ai toujours été impliqué dans le process de production des projets que je faisais. J'ai jamais compté mes heures. J'ai jamais été juste un auteur. J'ai jamais été juste un réalisateur. J'ai toujours été là à fond quoi. De l'idée jusqu'au mixage, jusqu'à la publication sur les réseaux, jusqu'à la relation avec la chaîne, jusqu'à tout ça, j'ai toujours été impliqué. Donc c'est aussi le métier du producteur. Donc après on m'a dit, je me suis dit je voulais être un peu autonome et je voulais le faire vraiment, ça faisait longtemps que je voulais le faire, je l'ai fait et puis c'est cool. Je suis curieux, c'est de parler un petit peu de 60, j'adore cette émission, je trouve ça tellement efficace. Concept québécois. Mais justement, je voulais savoir un peu comment c'était né ce projet de pouvoir le ramener en France, comment ça s'est passé. C'est Arnaud Chotard qui est mon coproducteur avec qui je travaille sur pas mal de projets, sur Derrière un micro, sur Cher Journal, sur Oda et Daco. C'est la personne qui produit concrètement les projets, qui est venu nous voir, qui a dit les gars, je me rappelle, il y avait 60 comiques en 60 minutes à Montréal au festival ZooFest. J'aimerais bien faire une émission de télé, qu'est-ce que t'en penses? Je fais ouais grave, c'est une bonne idée, donc on l'a fait ensemble et puis on est parti, on s'est tapé dans la main et puis on l'a fait. Donc il a tout produit avec les équipes techniques. Moi j'ai appelé tout le monde, tous les humoristes, et Navo a fait toute la DA derrière, donc on a travaillé vraiment. Mais Navo, tu sais, a vraiment un tempérament de producteur, il le sait pas parce que pour lui, il croit qu'il faut signer un papier, donc mais clairement c'est un producteur. C'est grâce à lui que les projets existent. En fait, un producteur c'est quelqu'un qui produit quoi, qui fait que le projet existe. Tu vois, s'il y avait pas Navo, je pense que les gens seraient peut-être moins en confiance. C'est quand même un mec qui inspire vachement la confiance dans le milieu des humoristes. C'est quelqu'un qui a une vraie crédibilité. Quelqu'un qui, tu vois, qui peut dire à un mec très très connu, je pense que ça peut être mieux comme ça, qu'est-ce que t'en penses?
et que la personne se vexe pas et dit ah tu crois on va essayer, ouais viens on va essayer. Il transmet une confiance, donc je pense qu'écrire avec lui ça doit vraiment être agréable parce qu'il doit te dire mais si, ça va aller, tu vas trouver. Ouais, puis lui c'est le show, il veut le bien du show, il veut pas tirer la couverture sur lui, il s'en fout lui, pas de carrière, il n'y a pas aucun plan de carrière, son but c'est de faire en sorte que ce soit bien. Il est super fort. Il y a récemment, j'ai été encore impressionné par Navo. C'est juste sur Insta, il demandait écrivez-moi un début de blague, je vous écris la chute. C'est marrant. Tout était bon et j'étais là, mais enfin, bon, j'arrête, c'est bon. C'est insolent, hein. Je me suis dit c'est bon, j'arrête, c'est plus la peine. Et à la fois c'est inspirant aussi, hein, ça donne confiance. Tout 60, est-ce que c'était pas, ça avait l'air d'être une galère à mettre en place, surtout le 2 en période de Covid. Est-ce que tu arrivais quand même à prendre du plaisir malgré ça? Oui, tout s'est très bien passé. C'est juste qu'il y avait moins d'ambiance avant et après, quoi. C'est quand t'as 60 comiques qui se réunissent, 60 personnes marrantes, 60 artistes, l'idée c'est d'avoir une émulsion, une rencontre, un truc, tu vois. Là c'était bon bah merci, tu viens faire ta minute et une fois que t'as fini, tu pars, quoi, parce que il y a le Covid. C'est un peu dommage parce que ça manquait un peu d'ambiance. Est-ce que c'était important pour toi que justement dans 60, il n'y ait pas que des humoristes? Parce que finalement, tu as amené des chanteurs, des musiciens. Ah, on a testé. On a juste testé en fait. On s'est dit tiens, on va voir, on va mettre plus de musique. On va voir. On a testé en fait. Voilà, simplement. Et est-ce qu'il y aura un 60 numéro 3? J'espère. En tout cas, les signaux sont verts, donc on va essayer de le faire. Et là, je vais te poser une question que, à mon avis, à laquelle tu ne répondras pas, mais je vais quand même tenter. C'est qui les 5 personnes qui t'ont le plus épaté dans 60? Le 1 et le 2. Il y a une artiste qui a été incroyable. Il y a un passage qui m'a le plus ému et fait rire en 1 minute. Je pense que c'est ça qui m'a le plus cueilli, même si tout le monde a été à la hauteur, parce que je peux pas choisir. T'aimes bien que je choisisse à chaque fois, mais je sais pas le faire. C'est pire pour moi de faire un choix. Alors pour moi, il y a une performance qui m'a bluffé sur 60, c'est Antonia de Randinger qui a fait une vie en 1 minute, en changeant de voix, de passer d'une petite fille à une vieille dame, et chaque seconde passait, les secondes en fait faisaient son c'était bluffant parce qu'à la fin j'avais les larmes aux yeux, donc j'étais là genre waouh, très très bon passage quoi. Grand Corps Malade, quand il vient, il fait son slam, c'est super beau. Paul Mirabel a brillé pendant les 2-60 aussi. Très fort. Pour terminer un peu avec mes questions avant le name dropping, j'ai des questions un peu plus générales sur l'humour en général. Ça serait quoi pour toi la pire scène que tu as faite en humour? Je crois que c'était un truc, c'était un événement privé. Je crois que c'était pour une marque de voiture. À l'époque, ils nous avaient commandé, on était 3 humoristes. C'était en 2007, c'était une soirée présentée. Je vais pas lâcher les blazes, mais en tout cas, bon, c'était pour une marque de voiture. Et en fait, les gens... Et avec leur recul, je peux pas leur en vouloir, hein. Mais c'était leur coloc pendant 3 jours. Tu sens, la boîte, elle rince un peu tous les salariés. Et là, ils font la fête, ils boivent de l'alcool, ils bouffent et tout. Comme ça, ils sont contents. Ils disent ah, je bosse pour une bonne boîte. C'est pour faire une cohésion d'équipe, tu vois. Mais je pense que les gens avaient trop bu, quoi, trop bu dans tous les sens. Ils étaient en roue libre de ouf. Moi, j'étais là avec mon sketch, avec mon violon et tout, et les gens, déjà, le son était pas ouf. Mais à un moment donné, il y a carrément une meuf qui monte sur scène, qui me tire mon violon des mains, qui appuie sur mon looper, qui me pousse, qui parle au micro. Je sais qu'ils avaient exposé une voiture. C'était dans un Center Parcs. Ils avaient une voiture qui était exposée, ils l'avaient mis dans le lac. Mais vraiment, tu sais que c'était vraiment, mais tu sens que les gens sont partis en sbeul dans tous les sens, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? Ce que j'aime le moins, c'est monter sur scène. Ce que j'aime le plus, c'est avoir bien fait mon taf sur scène. J'aime pas l'après-midi quand je vais monter sur scène le soir sur mon spectacle. J'aime pas la minute d'avant monter sur scène. J'aime pas ces moments. C'est pas des moments que je kiffe. C'est une sorte d'adrénaline un peu genre... Tu sais, ton corps il est un peu genre oh, on sait pas ce qui va se passer. Et il y a après quand tu montes sur scène et que tu fais rire les gens, là c'est le meilleur moment du monde. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière? C'est franchement, si ça peut continuer comme ça, c'est cool. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de. Je suis trop content de ça. Je suis content et j'espère ne pas décevoir les gens. J'espère ne pas devenir un vieux boomer, un vieux ringard qui se rend même plus compte des conneries qu'il dit. Tu vois, d'être passé à côté de mon époque. Ça, je veux pas trop. J'ai terminé avec mes questions. Je peux passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. On va name dropper. Je vais te demander à chaque fois de me citer donc un seul humoriste. Tu vas te limiter à une personne, donc homme, femme, québécois, français, suisse, allemand, ce que tu veux. Mais à chaque fois, une seule personne. Pour toi, l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Adib Al-Khalideh, très gentil. Quand je suis allé à Montréal, il m'a hébergé pendant 3 semaines chez lui. On a tapé des bars, on a rigolé. Il a pris beaucoup de temps pour moi. Il m'a beaucoup aidé. C'est un mec
On a un parcours très similaire, très 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 similaire en plein de points. On a les mêmes questions, les mêmes choses, les mêmes envies. Gentil, c'est un vrai gentil. C'est un ancien invité du podcast aussi, donc allez écouter, et j'adore. Mais en fait, c'est marrant que tu dises que vous avez un parcours assez similaire et que vous avez des points semblables, parce que souvent, quand on me demande dans mes humoristes préférés, je vais dire Québec, ça sera Adib, France, ça sera Kian. Ah, c'est gentil. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Je crois que c'est... Pour ce spectacle, en tout ça, c'est Bill Burr. Je suis vraiment pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il est très très drôle, quoi. Et puis il a ce côté... parce que je crie beaucoup dans mon nouveau spectacle. J'ai beaucoup de colère, mais c'est très drôle. Et je pense que c'est lui qui m'a vraiment appris la colère drôle, quoi. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux? Ah, ça, c'est intéressant. Haroun écrit très bien. Ok. Haroun. Ah, aussi, dans un autre style, sur scène, Haroun, mais dans les chroniques, Roman Fressinet fait un travail de ouf sur Click. Il arrive à être profond, sérieux et déjanté. Donc ça, c'est un vrai travail d'écriture assez fou. Donc bravo à lui. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux? Je pense que c'est Baptiste. Baptiste, il joue vraiment bien sur scène, quoi. Il a un truc... il a une folie de... Si je dis Baptiste, je suis obligé de dire Eddie Izzard aussi derrière. Parce que ce sont ces mêmes folies de jeux d'acteurs, de gens qui prennent du temps et de poser un truc bien et après ils deviennent des fous, tu vois. J'aimais beaucoup Dane Cook à ses débuts. Je trouve qu'il jouait super bien. Désolé, je vais t'en dire plein. Florence Foresti, elle joue super bien aussi, ses effets. Blanche écrit très bien aussi. Hein. Blanche, elle écrit super bien. Hein. Elle a provoqué des vraies hilarités chez moi, Blanche. Hein. Non, mais Thomas VDB, il joue super bien, Thomas VDB. Tu vois, non, on peut pas. Ouais, j'ai pas de meilleur, mais voilà, je vous donne des noms maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je vais regretter de pas les avoir dit en fait. Dire, bah, il était bon lui, putain. Généralement, quand on pose la question, il y a 300 noms qui reviennent dans les jours à venir. Bah oui. Mais voilà, c'est pour voir un petit peu qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce que tu aimes en humour, quoi. Verino, il joue bien, il écrit bien. Non, c'est... Ouais. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Ah bah tiens, Inès Reg. Je la connaissais pas du tout. J'avais vu le truc sur les paillettes sur Instagram, mais c'est tout. Je l'ai pas suivi. Je sais pas ce qu'elle fait sur scène ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai fait l'émission avec elle sur Prime Video, Amazon, j'étais en mode waouh, la nature de cette meuf, quoi. Elle a une nature, une générosité, une spontanéité. C'est un bonbon, quoi. Ça doit être un kiff de d'écrire avec elle et de jouer avec elle dans un film ou dans une série, parce qu'elle est vraiment, c'est un diamant brut, quoi. Elle est spontanée de ouf. Et à la toute fin, ici, je te demande maintenant quelque chose qui va être très compliqué pour toi parce que tu adores les choix. Je te demande de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire sur scène. Donc ici, on est vraiment sur la quantité de rire. Entre Bill Burr et Louis C.K. Bill Burr. C'est Baptiste qui me l'a fait découvrir et vraiment, j'ai pleure de rire, quoi. Je précise maintenant, comme ça, je n'oublie pas de le faire. Bien sûr, tous les artistes que je cite ici, ce sont que des gens qui ont un talent incroyable. Mais c'est juste pour voir un petit peu qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te fait rire, toi, Kian Kojandi. Choix suivant, entre Florence Foresti et Alexandre Astier. En termes de rire, Florence Foresti. Désolé, Alex, hein, je suis désolé, mais c'est ultra drôle. Mais en termes de rire abdominal, il y a le rire intérieur, tu dis putain, c'est smart. Et il y a le rire abdominal, c'est Florence. Ouais, je les appelle par leur prénom, bah ouais. Je l'appelle par leur prénom, je l'appelle Alex. Alors que quand tu as dit ça, désolé Alex, je me suis dit, waouh, Alexandre Astier, peut-être il va écouter mon podcast. Choix suivant entre Seinfeld et Eddie Izzard. Eddie Izzard, parce qu'il est drôle, il est trop drôle. Il est fascinant. Eddie Izzard, tu le regardes les yeux ouverts comme ça, la bouche pendue. Entre Virginie Fortin et Adib Al-Khalidé. Adib et Virginie. Ah, trop dur. Non, mais ils sont tous les deux marrants. Hein. Enfin, ces deux univers, tu vois, tu peux pas dire quel est le plus fort entre Ryu et Ken. Tu vois, c'est deux personnages qui ont les mêmes capacités, donc les mêmes. Ça dépend comment tu les joues. Ça dépend contre qui, ça dépend contre quoi. Mais là, c'est Ryu et Ken. Là, tu viens de demander quel est celui qui est le plus fort à Dokken. Je dis c'est les mêmes. Les deux sont des anciens invités du podcast. Allez écouter. Entre Bunaimin et Kairon. Je vais me faire des ennemis. Désolé les amis, hein, si vous êtes à ma place, vous saviez, hein, vous sauriez. Je vais les décrire d'abord. Boone a cette capacité à être un chaman, à mettre les gens en transe, et il a réussi à créer des réflexes de vannes trop drôles. Après, les vannes de Boone, je les connais. Kairon, il est beaucoup plus dans l'impro et dans la surprise, donc c'est ça qui me surprend le plus. Et Kairon.
entre Yacine Bellous et Roman Frécinet. Récemment, Roman Frécinet. Mais c'est parce que je me suis habitué à toute la routine de Yacine, je connais toutes ses blagues dans tous les sens. Et que Roman me surprend plus en ce moment parce qu'il écrit plus de choses nouvelles. T'as vu ? C'est une bonne façon de dire égalité. Hein. Bien amené. C'est une nouvelle technique qui n'a pas encore été utilisée. Nouvelle technique. Mais je suis sûr qu'après toi, il y en a d'autres qui vont la réutiliser. Entre Paul Mirabel et Pierre Thévenoud. Ah, Paul, je pense Paul a son truc. Il est hyper surprenant. J'ai hâte de le voir sur 1 heure. Pierre a ce truc de rage de vivre qui le rend extrêmement drôle aussi. Donc je vais dire Pierre Thévenoud pour le choix, pour que les gens aussi aillent voir le travail de Pierre Thévenoud. Parce qu'il est moins connu que Paul. Paul a plus de buzz pour le moment. Et il a plus de mise en lumière. Il a eu des trucs comme le Montreux, le McFly et Carlito et tout. Et Pierre Thévenoud n'est pas assez mis en avant, je trouve. Et donc je vais dire Pierre Thévenoud pour que les gens aillent le voir si jamais ils ont envie. Sur pasquinade.fr. Entre Verino et Navo. Navo, alors laisse tomber, Navo c'est le meilleur. Même Verino il va dire Navo. Mais je crois que tout le monde dira Navo, non? Là je te propose 2 duos pour le dernier, entre Oda et Dako et Eric et Ramzy. Si Oda et Dako existent, c'est parce que Eric et Ramzy ont existé, donc Eric et Ramzy. Je peux pas dire, tu vois, j'aime beaucoup David Hallyday, mais Johnny Hallyday, c'est le boss, tu vois ce que je veux dire. Quoique après, j'aime bien Louis Chédid, mais je préfère Mathieu Chédid. Donc tu vois, non, c'est pas une théorie qui marche, tu vois, c'est pas vrai. Non, mais Oda et Dako, je pense qu'Oda et Dako, ils sont encore à 30% de leur capacité, quoi. Dommage qu'il y ait le confinement parce qu'ils sont en train d'exploser et je pense qu'ils vont libérer un truc là dans leur prochain spectacle qui va être vraiment un gros truc détonnant, quoi. Mais Eric et Ramzy, c'est notre enfance, c'est l'adolescence, c'est impossible, tu peux pas détrôner la nostalgie. Et je termine toujours le podcast en demandant qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode? Qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Pas besoin qu'il soit connu ou pas, ou rien du tout, t'as aucune... Juste quelqu'un que t'as envie d'entendre, que t'aimerais bien savoir son parcours, quoi. Et j'écris avec un mec qui s'appelle Paul de Chavannes, on écrit des one-line ensemble, et il est très drôle. Et ouais, ça mériterait qu'il soit interviewé, parce qu'il est très intéressant, je pense. Voilà, peut-être que ça peut être intéressant, Paul de Chavannes. Et sinon, Flaubert, super client aussi, Flaubert. Ok, ouais, ça marche. Florent Bernard, que j'ai eu l'occasion d'écouter dans pas mal d'épisodes de podcast, parce que je le trouve toujours très intéressant dans tout ce qu'il raconte. Notamment dans Les gens qui doutent, j'ai adoré son épisode. Donc allez écouter ça aussi, profitez-en, que vous êtes sur votre plateforme de podcast pour aller écouter Les gens qui doutent également. Et Tanguy, du Barbès. Tanougi sur Instagram, jeune gars qui commence à s'installer un peu dans l'humour, intéressant d'avoir son avis. Ok, cool. Je vais découvrir un nouvel humoriste que je ne connaissais pas, cool, merci. Voilà, j'ai posé toutes mes questions. Bah super, est-ce que t'es content ? Oui, je suis super content. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Merci énormément d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps. Ben, je t'en prie. Maintenant, c'est fait et je suis content. Merci pour le bien que tu dis de mon podcast. Merci à tous les gens aussi dans ce podcast qui ont dit du bien de moi. Ça me touche. Il y a plein de choses que j'avais zappées. Donc, merci les amis. Merci beaucoup mais c'est cool. En tout cas, ça me fait très plaisir. C'est pas le but d'être le mec le plus gentil de la Terre, mais en tout cas, c'est cool que quand tu fais quelque chose, quelqu'un, tu vois, ça te revient. C'est comme s'écrire une propre lettre à soi et après, ça revient et tu dis, ah putain, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est les choses qui font plaisir, en fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.